messieurs, bonjour. Bienvenue au musée départemental de la faïence et des arts de la table. Je vous remercie d'assister à la conférence que nous organisons dans le cadre de la programmation 2023 autour de l'exposition « Je mange donc je suis ». Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Christophe Lavelle, qui est aussi le commissaire scientifique de l'exposition « Je mange donc je suis ». Christophe, vous avez de multiples casquettes à votre actif. Vous êtes biophysicien, chercheur au CNRS, travaillez au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et bien enfin, vous êtes formateur de futurs cuisiniers. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir chef, les molécules, la science dans l'assiette, et le catalogue de l'exposition « Je mange donc je suis » que vous pouvez trouver en vente dans la boutique. Aujourd'hui, Christophe, un bon formateur que vous êtes, vous allez nous faire quelques rappels. En effet, créer un plat délicieux, réussir une recette, une sauce envoûtante, il faut de bons ingrédients, avoir de bons gestes, couper, émulsionner, mélanger et cuire, mais surtout une pince de chimie pour réussir à régaler les papilles de vos invités. Avant de vous laisser la parole, je tiens à remercier particulièrement le domaine départemental d'Ognoas, et spécialement sa directrice Sarah Braquemar, qui nous a fourni quelques centilitres de l'élixir précieux nécessaire pour une démonstration culinaire. Et en fait, je remercie Maxime Bernès qui filme l'événement et qui vous permet d'assister à la conférence de Christophe en live ou en replay sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie et passez un bon moment. Bien, merci Frédéric pour cette introduction. Et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va parler cuisine, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et on va mélanger science et cuisine, puisque c'est ce que je fais depuis 20 ans professionnellement et un peu plus de manière officieuse. J'ai toujours hésité entre une carrière de cuisinier et une carrière de scientifique, et il faut bien choisir à un moment. Donc j'ai choisi la science. Mais comme je ne voulais pas abandonner la cuisine, j'ai choisi la science qui me rapproche de la cuisine. Donc c'est pour ça qu'on va parler de matière et manière, c'est-à-dire que c'est vraiment les deux axes qui se rejoignent en cuisine, parce que la matière, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est donc les animaux, les végétaux, les champignons, et puis c'est donc ce qu'on va cuisiner. Et la manière, c'est comment on va les cuisiner. Donc en fait, le cuisinier doit connaître les produits, donc la matière, mais il doit aussi et surtout connaître les manières de les transformer. C'est ça qui fait la spécificité de la cuisine. C'est comment je vais transformer l'ingrédient avant de le consommer. Si je le consomme directement, il n'y a pas de cuisine, il y a juste de l'alimentation. J'attrape une pomme, je la croque et ça me nourrit, mais il n'y a pas de cuisine dans cet acte-là. Donc on va vraiment parler de la cuisine, et qui est un sujet qui réunit pas mal de disciplines scientifiques. Alors au CNRS, on est très interdisciplinaire. À peu près tous les domaines de la connaissance sont représentés au CNRS. On a les sciences dures, comme on dit, les sciences molles ou les sciences humaines, et tout ça, tout est, on est un peu plus de 20 000 au CNRS. Donc il y a des sociologues, des littéraires, des historiens, des géographes, des physiciens, des chimistes, des médecins, il y a un peu de tout. Donc on navigue un peu entre ces différentes disciplines, et c'est ce qui se passe aussi au sein de Sorbonne Université, donc, qui est l'université dont je dépends, puisque le muséum fait partie de ce groupement. Et là aussi, à cette échelle-là, on a des disciplines qui relèvent soit des sciences humaines, soit des sciences dures. On a aussi de la médecine, on a aussi de la sociologie, de la chimie, de la physique, tout ce qu'on veut. Et au sein du muséum, on est un peu plus spécialisé. C'est un établissement assez important aussi. On est un peu plus de 2000. Et avec le site principal qui est le Jardin des Plantes, à Paris. Et puis le second site en termes d'envergure qui est celui du Musée de l'Homme, qui est la même maison, mais c'est en face de la Tour Eiffel, Trocadéro. Et puis après, le parc zoologique de Paris, le parc de la Haute-Touche, les stations marines de Concarneau, etc. Tout ça, c'est le muséum. Donc on a des chercheurs qui sont dispatchés dans ces différents endroits et qui travaillent globalement depuis un peu plus de 2 siècles. Le muséum, c'est une création 1794. Et donc juste après la Révolution, ça a été établi comme établissement public de recherche et surtout de collection. C'est pour ça que ça s'appelle un muséum. C'est un endroit où on fait des collections, c'est-à-dire que depuis plus de 2 siècles, les scientifiques, dont quelques noms illustres comme Buffon, Lamarck, Cuvier, tout ça c'était des scientifiques du muséum, ont forgé ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est-à-dire toute notre connaissance du vivant et de son histoire.
Alors du vivant, plus que ça, de l'environnement et de son histoire. Donc ça peut aussi être le minéral, bien sûr. Donc on fait des collections depuis 2 siècles et un peu plus de tout ce qu'on peut récupérer. Donc ça peut être un grain de pollen, ça peut être un scarabée, ça peut être une feuille d'arbre, ça peut être un morceau de météorite, ça peut être un squelette entier humain ou un squelette de dinosaure, enfin de diplodocus ou ce qu'on peut imaginer. Et ça, on le met dans nos collections et puis ça fait qu'on a à l'heure actuelle au muséum un peu plus de 70 millions de spécimens dans les tiroirs. Enfin dans les tiroirs ou des gros tiroirs pour les diplodocus. Et tout ça, c'est stocké dans des galeries bien climatisées, bien protégées. Et une toute petite partie de ces objets sont exposés dans les parcours permanents du muséum, qui fait office de musée aussi. Donc on peut visiter la grande galerie de l'évolution, la galerie de paléontologie. Au musée de l'homme, c'est la galerie, le parcours permanent sur les 2 étages. Et on y raconte des histoires de sciences. Et de temps en temps, on y met aussi des expositions temporaires, en général qui durent 8-9 mois, où on choisit un sujet et on prend des objets dans nos collections qui ne sont pas exposés et on décide pendant cette période de les exposer pour raconter une histoire. C'est ce qu'on avait fait pour Je mange donc je suis en 2019, donc au musée de l'Homme. On avait sorti un certain nombre d'objets en disant ça nous parle de notre alimentation. On pouvait sortir des paniers pour essorer le manioc, on avait sorti des statuettes sacrées, on avait sorti le crâne d'Antonin Carême, qui est quand même célèbre pâtissier, un des cuisiniers français les plus célèbres, un peu avant Escoffier en termes chronologiques. Donc il se trouve qu'on a son crâne dans nos collections, c'est comme ça. On a aussi le crâne de René Descartes, par exemple. Donc, bon, après tout, donc on a 20 000 crânes. Hein, donc dans les 20 000 crânes, la plupart sont totalement inconnus, bien sûr, dans le sens c'est des crânes préhistoriques, éventuellement, on ne sait pas à qui appartenait ce crâne-là. Mais on a quelques crânes récents, entre guillemets, hein, moins de 2 siècles, et dont on connaît bien sûr l'origine. Donc voilà un peu la spécificité de l'établissement muséum. Et à côté de ça, vous avez un logo qui apparaît ici, qui est l'INSPE, qui veut qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, je suis impliqué dans la formation scientifique des professeurs de cuisine. Donc, puisqu'il faut aussi les former comme tous les professeurs. Et il y a une petite particularité en 2010 où il y a eu une réforme à l'échelle nationale où on a demandé à ce qu'il a été exigé que tous les enseignants, collège, enfin, école primaire, collège, lycée pro, lycée technique, lycée général, et un master. Donc il fallait à la fois valider le diplôme d'enseignement, le CAPET ou CAPES ou agrég, etc., et valider un master. Et donc dans toutes les filières traditionnelles, théoriques, quand on voulait être prof de français, on validait un master de français, c'était facile à faire, ou un master d'histoire pour être prof d'histoire. Mais pour les cuisiniers, il a fallu à ce moment-là créer un master de cuisine qui n'existait pas. On s'arrêtait à la licence pro en général, pour ceux qui terminaient les études après le BTS, on peut aller jusqu'en licence pro, et après ça s'arrêtait. Et donc il y a eu des masters qui ont été créés pour que les cuisiniers puissent valider un master de cuisine. Et donc moi je me suis retrouvé à enseigner dans ces 2 masters. Et donc il y en a un qui était à Toulouse et l'autre qui est à Antony. Et Antony, il a été pendant longtemps dirigé par M. Jacques Lamarck, qui est ici présent, et qui maintenant bénéficie de sa retraite bien méritée à Agetmo, donc c'est un voisin. Et donc il connaît bien mieux que moi ce processus de réforme assez fréquente en permanence. Hein. Il y a des réformes des référentiels, du bac techno, le bac pro, et on essaye en permanence de mettre à jour un peu la manière de former les enseignants, histoire que justement ils soient à jour en termes de technique culinaire. Parce que mine de rien, en 20 ans, la cuisine évolue, parce que la cuisine, comme on va le voir, c'est une activité technique, donc faire une pâte brisée, ça reste faire une pâte brisée. Mais on voit bien que ne serait-ce qu'ouvrir un livre de cuisine, si j'ouvre un livre de cuisine des années 70 ou des années 90 ou d'aujourd'hui, ça n'a pas la même tête. Et ça veut dire que la cuisine évolue d'une certaine manière. Et c'est normal, puisque on considère ça comme une activité artistique, et n'importe quelle activité artistique est vouée à évoluer, sinon c'est un art mort, entre guillemets, ce qui n'est jamais bon signe. Donc il y a cette question qu'on va se poser, la question de l'évolution de la cuisine, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire faire évoluer la cuisine? Quand on s'est mis à parler de cuisine moléculaire, des choses comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? À quoi ça sert? C'est quoi l'idée? Donc c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis je vous ai mis aussi les disciples d'Escoffier, parce qu'il se trouve que je fais partie de cette association de chefs, enfin, et pas que de chefs, parce que je prétends pas être un chef, mais je travaille beaucoup avec les chefs, et donc ils m'avaient sollicité pour faire partie de cette association internationale de chefs qui font vivre, et comme on va le revoir, l'esprit d'Escoffier dont on va parler, parce que Escoffier a vraiment marqué de sa présence et de son travail l'histoire de la cuisine française et bien au-delà, puisque c'est un chef qui est reconnu à travers le monde. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, il y a 2 mots de vocabulaire qui vont être particulièrement importants et donc qu'il va falloir bien distinguer dès le début de ce
pour mettre tout ça dans le bon cadre, c'est gastronomie d'un côté et cuisine de l'autre. C'est des mots avec lesquels on est familier, mais on n'est pas forcément familier avec leur définition un peu précise. On a tous un peu sa propre définition de la gastronomie, et il se trouve que c'est toujours bien de revenir un peu aux sources, et la première définition qui a été donnée dans l'histoire à ce mot, elle a été donnée par Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui en 1825, dans sa Physiologie du goût, qui est son ouvrage de référence, est le premier à dire, ben voilà, la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Voilà. Et donc il utilise ce mot qui est un mot très récent de la langue française, puisqu'il a été introduit en 1801, vraiment pour la première fois dans un texte, un poème lyrique de Joseph Berchoux, qui utilise ce mot, et de par son utilisation, on voit bien qu'il s'agit de parler de ce qu'on mange, mais il n'y a pas de définition précise, et c'est Brillat-Savarin qui décide de poser une première définition. L'étymologie, elle est assez simple, hein, ça vient du grec, donc gastro, c'est l'estomac, le ventre, et puis nomia, c'est la loi. Donc, la loi du ventre, on va dire, qu'est-ce qui se passe quand je mange, finalement. Et qu'est-ce qui se passe quand je mange, ce qui est intéressant, c'est que Brillat-Savarin, dès le départ, précise un peu ce qu'il a en tête, et notamment ce côté extrêmement interdisciplinaire du sujet. C'est-à-dire que dès le départ, il nous dit, bon, le but c'est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible, et pour ça, on va faire appel à l'histoire naturelle, donc, que je viens de définir, hein, comme on dit, c'est notre histoire de l'environnement, par la classification qu'on fait des substances alimentaires, il y a de la physique avec l'examen, la composition de la qualité des substances, la chimie, par les analyses et décompositions qu'on va faire subir, quand on va cuire, on va décomposer la matière, il va y avoir de la chimie, et puis la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Donc on voit bien, tout est là, hein. On ne pourrait pas mieux faire si on voulait redéfinir la gastronomie, ça ne sert à rien, la définition est parfaite. On a les sciences dures qui vont nous aider, la physique, la chimie, la biologie, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est biologie, géologie en fait. Et alors géologie, on en parle un peu moins, mais par exemple, dès qu'on s'intéresse au vin, comme vous allez voir dans l'exposition, il y a de la géologie. La vigne, elle pousse sur un certain sol, et le sol va décider en grande partie des qualités organoleptiques du raisin. Donc la géologie est aussi fondamentale, et on parle de plus en plus aujourd'hui de tout ce qui est chimie des sols pour l'agriculture, avec l'agriculture de conservation, etc., etc. Et on se rend compte qu'il voilà, y a un impact des sols phénoménal qui relève d'une grande partie de la géologie et de l'histoire du sol. Mais il n'a pas oublié cette histoire artistique, c'est-à-dire qu'il nous parle des sciences dures, la physique, la chimie, la biologie, et l'art. La cuisine, encore une fois, c'est un art, l'art d'apprêter les mets. Et la science va aider à cuisiner, parce que, comme on va le voir, ça permet de mieux comprendre, ça permet de corriger des erreurs, ça permet éventuellement d'inventer, parce que ça donne des idées, mais dans tous les cas, on a affaire à une activité qui relève d'une activité artistique. Et aujourd'hui, bien sûr, on pourrait quand même compléter en fait la définition en disant oui, alors il y a un certain nombre de disciplines scientifiques, il ne faudrait pas oublier l'écologie par exemple, parce qu'on se rend bien compte, hein, depuis quand même pas mal d'années qu'on entend ce discours-là de manière tout à fait urgente et légitime, qu'on a des écosystèmes qui sont limités dans ce qu'ils peuvent nous offrir, et donc voilà, production des écosystèmes utilisables à des fins humaines, diversité des ressources offertes, selon la biodiversité présente. Tout ça, c'est des problématiques d'aujourd'hui quand on veut se nourrir, et on en entend beaucoup parler, et tant mieux, de se dire finalement qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut cuisiner pour avoir un impact raisonnable sur notre environnement. Il ne faut pas oublier la microbiologie, la culture des flores d'intérêt pour la conception des aliments et aussi la compréhension, la prévention, la gestion des risques sanitaires. C'est vrai que quand on parle de microbiologie en cuisine, en général, ce qu'on apprend en cuisinier, c'est ce qui relève de l'hygiène. C'est-à-dire qu'on apprend plutôt des techniques pour se débarrasser des micro-organismes. Parce que ça, c'est fondamental pour travailler proprement. Mais de plus en plus, ce qui commence à apparaître, c'est l'autre partie de la microbiologie, c'est au contraire la partie qui nous enseigne comment favoriser les micro-organismes. Mais favoriser de manière sélective, bien entendu. Comment je vais aider certaines levures, certaines bactéries à se développer aux dépens des autres, qui sont mauvaises. Et là, je rentre dans une discipline qui est de la microbiologie fondamentale, mais qui relève de ce qu'on appelle la fermentation. Et en fait, beaucoup de choses que l'on consomme sont issues de la microbiologie. Si je prends cet exemple, désolé, ce n'est pas une bière locale, mais si je prends cet exemple de bière de référence qui est la Leffe, effectivement, c'est un pur produit de la microbiologie. Il y a des grains qui ont été mis dans de l'eau, et grâce à l'action des levures, principalement, éventuellement de quelques bactéries, mais c'est surtout des levures, eh bien, c'est le sucre de ces grains est transformé, ça fait de l'alcool, ça fait du gaz, et on met ça on filtre, on pasteurise, en général, pour que ça arrête de fermenter, et où on met du soufre, et on met ça dans une bouteille, et ça fabrique une bière. Ça, c'est la microbiologie. Alors, on pourrait se dire, effectivement, là, on a un produit beaucoup plus local, puisqu'on a un Armagnac,
Est-ce qu'il y a de la microbiologie là-dedans? Oui, initialement, bien entendu. Puisqu'il y a de l'alcool, il y a forcément eu fermentation à un moment donné. En l'occurrence, fermentation de raisin. Ce raisin fermenté, ensuite, a subi une distillation qui permet de donner ce produit. Donc là, il n'y a plus du tout de micro-organismes, et bien entendu, la distillation tue tout le monde. Mais on a extrait les substances aromatiques solubles dans l'eau et dans l'alcool qui permettent d'avoir ce produit magnifique qui, dans son histoire, est issu à un moment de la fermentation. Donc des levures, principalement. Il n'y a pas trop d'action de bactéries sur ces produits-là. Les raisins, c'est surtout des levures qui vont agir pour fabriquer du vin. Alors s'il y a des bactéries, c'est plutôt mauvais signe. C'est que là, on a ce qu'on appelle les vins nature, qui peuvent être très bons de temps en temps quand même. Hein. Il y en a des bons. Quand on maîtrise les bactéries qu'il y a dedans, tout va bien. Quand on ne maîtrise pas, c'est là que ça se passe moins bien. J'ai l'habitude de faire des petites piques sur les vins nature, parce que c'est un grand débat, les vins nature, aujourd'hui. C'est très clivant. Dans de toute façon, l'alimentation est un sujet clivant. Hein. Ça, je le dis toujours. C'est qu'on a toujours des prises de position qui sont assez fermes. Il y a ceux qui sont pour le bio, ceux qui disent que ça ne sert à rien, que c'est un truc de bobo. Il y en a qui sont pour la viande, d'autres qui disent qu'il y a une aberration de manger de la viande. Il y en a qui sont pour le vin nature parce que c'est le vrai vin, et d'autres qui disent que c'est dégueulasse. Donc chacun y va un peu de son avis assez tranché en général sur l'alimentation. Je pense qu'il faut dans tous les cas rester ouvert, évidemment, comme toujours, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis surtout se fier à un jugement personnel. Hein. Après, bon ou pas bon, le goût, il est strictement personnel. Hein. Justement, le goût et le reste, il y a 3 piliers là-dedans. La conservation, le goût, les ressources. C'est 3 contraintes, d'une certaine manière, qu'on doit garder en tête quand on s'alimente, et encore plus, je dirais, quand on cuisine. Parce que quand on s'alimente, ça concerne soi-même. Quand on cuisine, en général, on peut cuisiner pour soi, mais aussi on peut cuisiner pour d'autres. Alors, pour sa famille, si c'est à la maison, pour ses 50 clients si on est en restauration commerciale, pour ses 2000 clients si on est en restauration collective et qu'on gère une cantine. Donc, évidemment, chacun à son échelle, on a une responsabilité dans ces 3 marqueurs fondamentaux d'une alimentation idéale, qui veut dire que la première chose, et ça j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est le goût. C'est-à-dire qu'il faut, l'objectif numéro 1 du cuisinier, c'est de faire en sorte que ça soit bon. Alors évidemment, bon, c'est-à-dire qu'il faut éventuellement s'adapter. Voilà, si on a 2 enfants qui n'aiment pas les mêmes goûts, ou 50 clients qui ont des exigences différentes, il faut essayer de s'adapter. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que ça soit bon. Donc c'est le plaisir. Ça paraît un peu égoïste de raisonner comme ça, mais c'est fondamental, pour des tas de raisons. Et une fois que c'est bon, une fois qu'on a coché cette case, qu'on a cuisiné quelque chose de bon, ou qu'on sait comment cuisiner quelque chose de bon, il ne faut quand même pas oublier les 2 autres cases, qui est de se dire il faut que ça soit bon aussi pour la santé, donc ce qu'on appelle la conservation. Et ça, à court terme, bien sûr, il ne s'agit pas de rendre malades les gens, mais aussi à long terme. Notamment, encore une fois, dans le cadre d'une cuisine familiale ou d'une cuisine collective, on a des gens qui reviennent tous les jours, et qui sont là tous les jours à midi à la cantine. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé. Donc, on sait bien que l'alimentation est un levier phénoménal pour la santé. Donc, il faut garder ça en tête. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, comme je disais, on a cette pression sur les ressources. Il faut que ça soit, entre guillemets, bon pour l'environnement. Ou, en l'occurrence, il faut être réaliste, c'est jamais bon pour l'environnement, il faut que ça soit le moins mauvais possible. Quand je dis c'est jamais bon, c'est un peu caricatural, mais de toute façon, produire de l'aliment, c'est utiliser des ressources, c'est utiliser de l'eau, c'est générer des gaz à effet de serre, de toute façon. Donc l'idée, c'est de limiter cet impact, bien entendu, sur l'environnement, pour avoir une alimentation qui soit la plus durable possible. Donc ça fait 3 contraintes assez fortes, et ce qui fait que ce n'est pas évident de produire comme ça une alimentation idéale, qui soit à la fois bonne de goût, bonne pour la santé, bonne pour l'environnement. Ça fait beaucoup de choses auxquelles le cuisinier doit penser, ce qui fait que ça reste un métier difficile. Et encore plus si on doit en plus varier tous les jours son menu, il faut quand même pas mal de connaissances, pas mal de réflexions, bien entendu. Et justement, on va baser tout ce travail sur les connaissances que l'on a. Donc, ça, il faut les acquérir, ces connaissances, que ce soit l'écologie, que ce soit la chimie, etc. Et puis ne pas oublier, une fois de plus, quand même, qu'on a une fonction, un rôle entre artisanat et art, où on a une... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité, une vraie place pour la créativité. Le cuisinier, il doit être un minimum créatif, pour justement, ne serait-ce que varier les plaisirs et participer à ce plaisir de la table et ce plaisir de manger. Et ça, Escoffier l'avait très bien résumé aussi en disant que la cuisine, sans cesser d'être un art,
il insiste bien sur ça, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode, une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique de je suis un artiste, mais je suis cadré par et aidé par des connaissances scientifiques qui vont faire que je vais maîtriser mon art. De la même manière que le peintre a besoin de maîtriser la chimie des pigments. Hein, si je peins une merveilleuse œuvre mais que je ne maîtrise pas la chimie des pigments et que 3 semaines plus tard la couleur en a tourné ou que ça se met à couler, etc., ben, ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas maîtrisé dans ma technique. Pareil pour la faïence. Hein. Si je ne maîtrise pas effectivement la physico-chimie, des terres, des cuissons, etc., je peux faire un truc qui paraît pas mal et puis après je vais ruiner mon œuvre parce que j'ai oublié un élément fondamental et que le physicien il m'aurait dit non mais fais pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut effectivement avoir un minimum de connaissances qui peuvent être intuitives parce qu'à force de voir faire ou on peut avoir comme ça des connaissances empiriques un peu. Et justement, en fait, ce qui est important dans la cuisine, c'est de bien se souvenir qu'on a une activité de transformation qui avait été très bien résumée par Claude Lévi-Strauss. Je suis désolé, le schéma est en anglais, mais enfin, c'est un anglais très sommaire, qui fait justement ce lien entre matière et manière, ou autrement dit, entre nature, qui est la matière, et manière, et culture, donc qui est la manière. Et Lévi-Strauss avait, donc l'anthropologue, célèbre anthropologue français, avait dessiné ce triangle, disant finalement la cuisine, elle est là. Elle est de se dire qu'on part de la nature, c'est-à-dire le cru, raw en anglais. Ça, c'est ce que nous donne l'environnement, enfin ce que nous donne. Il faut aussi travailler. Hein. Enfin, on peut cueillir des pommes sauvages, par exemple, si on arrive à trouver un pommier sauvage, ce qui est de plus en plus rare. Mais sinon, en général, on va bénéficier du travail d'un agriculteur qui va entretenir un verger, qui fait qu'effectivement, on va pouvoir cueillir une pomme. Bon. Cette pomme, encore une fois, si je la mange, voilà, je me nourris, il y a des fibres, des minéraux, des vitamines, tout va bien. Je n'ai pas fait de cuisine, je me suis juste alimenté. Maintenant, je peux décider de récolter mes pommes et puis je vais en faire quelque chose. Je vais servir une compote, une purée, une tarte. Soyons le plus simple possible. Ma première action possible, c'est une action très culturelle qui consiste à cuire. Ça, quand on dit que c'est très culturel, c'est parce que c'est même un élément distinctif de l'espèce humaine par rapport à toutes les autres espèces vivantes. L'espèce humaine est la seule espèce vivante à cuisiner. Il n'y a pas d'autre exemple dans la nature d'animaux qui cuisinent. Il y a des animaux qui communiquent, il y a des animaux qui font la notion d'art, par exemple, peut être discutée parce qu'on peut avoir des observations, des comportements, en général, qu'on peut associer à des buts très précis. On a des animaux qui vont danser, c'est de l'art, oui, enfin bon, ils dansent, c'est une parade sexuelle, donc on comprend que c'est très ciblé. Mais la cuisine, on n'a jamais vu aucun animal cuisiner. Il y a des animaux qui stockent la nourriture, etc., mais cuisiner, c'est-à-dire un acte de transformation avant de le manger, ça n'existe pas. Donc il semblerait que ça soit propre à l'espèce humaine. Et ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu. Cuire, ça veut dire maîtriser le feu. Et maîtriser le feu, c'est pas arrivé tout de suite. Mais c'est arrivé il y a un petit moment quand même. Jusqu'à présent, on disait que c'était arrivé il y a 500 000 ans à peu près. Des travaux très récents montrent que c'est sans doute un peu encore plus loin que ça, et on peut remonter, en tout cas un exemple bien précis dans le désert israélien, à presque 800 000 ans, où il y a des restes de poissons, 40 000 squelettes de poissons qui ont été retrouvés dans un endroit où il n'y a plus de restes humains, parce que les populations s'étaient disséminées depuis, mais voilà, quand on trouve 40 000 squelettes de poissons à un endroit donné, c'est qu'a priori, à un moment, il y a quelqu'un qui a mangé ces poissons, puis il y avait quelques outils, des preuves de la présence humaine, et en analysant au rayon X la forme des cristaux d'hydroxylapatite du tartre dentaire de ces poissons, les chercheurs ont compris qu'ils avaient été soumis à une chaleur importante, plusieurs centaines de degrés, donc mis dans un feu. Mais pas mis dans un feu comme ça, pas balancé sur la braise. Il y avait une vraie maîtrise parce que la chaleur n'était pas aussi violente que les 600 ou 700 degrés d'une braise vraiment au contact. On avait manifestement quelque chose qui avait été mis en place pour que le poisson ne soit pas trop chauffé. Donc peut-être qu'il était posé au-dessus de la braise, comme on le ferait aujourd'hui sur un barbecue. Peut-être qu'il était emballé dans des végétaux ou dans de la terre cuite, etc., ou dans de la terre. Il y avait eu quelque chose qui fait que manifestement, il n'avait pas été juste jeté dans un feu. Donc, il y avait une maîtrise, il y avait une volonté de cuire de manière contrôlée, ce qui est assez intéressant. Donc ça remonte à pas mal de temps. L'autre possibilité, si on ne veut pas utiliser la culture, on laisse agir la nature. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. On laisse agir la nature et donc on laisse la pomme se transformer. Elle tombe de son arbre et on regarde ce qui se passe. Il se passe des tas de choses. La nature transforme la pomme. Elle nous donne une pomme pourrie. Rotten. Alors,
on peut associer ça au gaspillage alimentaire, mais on peut se dire, ben, après tout, goûtons, pomme pourrie. Faut penser à nos ancêtres. Il n'y a pas tellement d'abondance alimentaire, on trouve une pomme pourrie, on essaye de voir si c'est consommable ou pas, parce que peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose. Mine de rien, les calories sont précieuses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on peut goûter la pomme, alors éventuellement peut-être qu'à l'extérieur ça ne va pas être très agréable, peut-être que ça va nous rendre un peu malade ou pas, il faut voir. Peut-être qu'en épluchant on va récupérer le cœur de la pomme, puis là on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de particulier, ça picote un peu mais ce n'est pas désagréable. C'est un petit peu moins sucré mais en même temps c'est un peu compoté. Bah oui parce qu'effectivement les pectines ont été un peu déstructurées, il y a sans doute une fermentation alcoolique parce qu'il y a des tas de levures dans l'environnement qui vont commencer à transformer la pomme et fabriquer de l'alcool et du CO2. Et donc on va sans doute ingérer de l'alcool en mangeant ça, ce qui a des effets bénéfiques, parce que c'est un peu euphorisant, ça produit des calories, hein. L'alcool c'est 7 kcal par gramme, c'est très calorique l'alcool, donc ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein, suivant... mais pour eux c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que les calories, encore une fois, n'étaient pas si abondantes que ça. Et donc c'est sans doute, ça peut être intéressant éventuellement de manger une pomme pourrie. Bon. Alors évidemment, depuis tout ça a été un peu plus sophistiqué, plutôt que de juste faire... cuire des pommes au four, on fait des tartes tatin, on fait des cuirs de fruits, on fait des choses quand même qui commencent à être un peu très culturelles. Du coup, hein. Et puis pareil pour la pomme pourrie, bon, on fait mieux quand même aujourd'hui, on arrive à faire du cidre, c'est quand même une manière de faire pourrir des pommes un peu contrôlée. Et, mais ceci étant, on peut s'amuser, comme le fait ici un chef célèbre au Pays Basque espagnol, à San Sebastián, où il sert en dessert une pomme pourrie. Mais une pomme pourrie, pas n'importe comment, bien entendu. C'est des petites pommes là, des Pays Basques avec lesquelles on fait un cidre sec qui est assez connu, et qu'il va ensemencer, c'est-à-dire qu'il va la faire tremper dans une culture de Botrytis cinerea. Et Botrytis cinerea, c'est ce qu'on appelle la pourriture noble dans les vignobles. C'est-à-dire que c'est ce champignon très particulier qui se développe sur les vendanges tardives, c'est-à-dire que les raisins en général blancs qu'on va laisser sur la vigne à l'approche de l'hiver, et dans un contexte froid et humide, ce champignon très particulier va se développer, il va transformer le raisin, et quand on voit qu'il y a la bonne transformation, on récolte, on presse, on fait fermenter, et on obtient des vins liquoreux qui font la célébrité des Sauternes notamment, mais aussi en vallée de la Loire, et dans les climats un peu froids, donc beaucoup la vallée du Rhin, et les plus célèbres du monde, c'est les Tokay de Hongrie, ce sont des pourritures nobles. Donc on a des vins extraordinaires qui sont d'ailleurs servis ici, avec cette pomme pourrie, donc en fait c'est les mêmes micro-organismes qui ont fait fermenter les 4 expressions de 4 terroirs différents de vendange tardive et la pomme. Donc on a un écho entre les saveurs de la pomme pourrie et des boissons, c'est assez intéressant. Donc là, on voit bien, on touche la question à la fois de la science, mine de rien, il faut maîtriser une fermentation et une culture de Botrytis cinerea, donc il y a de la microbiologie tout à fait sérieuse. Le chef Andoni Luis Adoris, il a un laboratoire de microbiologie adossé à son restaurant, donc... Et en même temps, il y a une démarche artistique, c'est que je réfléchis à une recette innovante, un peu provocante, je la mets en scène, avec quoi je la sers, etc. Ça, c'est pas de la science, ça. C'est dans la tête du chef, c'est une démarche très particulière. Et bien sûr, on peut continuer comme ça à réfléchir à tout ce qu'on mange, et en fait, tout ce qu'on mange va quasiment respecter ces 3 piliers. C'est-à-dire que si je me sers mon pavé de bœuf avec un verre de vin rouge, bon, ici, merci la cuisson, ici, merci la fermentation, et si en dessert, je croque une pomme, voilà, là, j'ai du cru. Et à la fois, en allant piocher dans le cru, le cuit et le fermenté, on a toute notre alimentation. Et ça marche pour tout, hein. Sauf, et ça, Lévi-Strauss ne pouvait pas tellement l'anticiper, parce que ça, c'est assez nouveau, sauf pour ça. Ça, je ne sais pas où le mettre. Pourtant, c'est une grosse part de notre alimentation, à l'échelle en moyenne, hein. Il y en a qui vont dire, moi jamais je mange ça, oui, d'accord, mais globalement, il y en a beaucoup. Dans les supermarchés, on va trouver beaucoup ce genre d'aliments qui sont une part calorique très importante dans notre alimentation, ce qu'on appelle souvent les aliments transformés ou ultra transformés. Et ça, on ne sait pas où les mettre. C'est pas forcément cuit, c'est pas forcément fermenté, c'est pas non plus cru, c'est transformé. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'industrie qui est capable de faire ça. Le cuisinier ne peut pas faire ça, parce qu'il faut être capable d'extruder des protéines à partir d'une matière végétale, il faut être capable d'hydrogéner les graisses, il faut être capable d'émulsionner, il faut être capable de faire tout un tas de choses que l'industrie est capable de faire, mais que le cuisinier pas forcément. Donc on a quelque chose que l'on va laisser au milieu, on ne sait pas, c'est nouveau. Et ça pose des tas de questions finalement. Où est-ce qu'on met ça? Et en tout cas, on ne met pas ça dans la cuisine, est-ce que ça pose un problème ou pas?
Maintenant, si je reprends d'autres ingrédients, un peu plus, voilà, si vous allez au lac d'Agès à côté, vous pouvez pêcher le brochet. Enfin, en tout cas, c'est marqué qu'on peut pêcher le brochet. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui pêchent le brochet. Mais en tout cas, théoriquement, il doit y avoir des brochets dedans, ou il y en a eu à un moment. Et le brochet, ben, on a le choix. Une fois qu'on a pêché son brochet, entre 60 et 80 cm, je rappelle, c'est la norme, c'est rappelé partout autour du lac. S'ils sont trop petits ou s'ils sont trop gros, il faut les relâcher. Mais s'ils font entre 60 et 80 cm, eh bien, vous pouvez le garder, le rentrer chez vous et le cuisiner. Et le cuisiner, ça veut dire qu'on a deux possibilités, encore une fois. Eh ben, on peut le faire cuire. Alors évidemment, de manière un peu sophistiquée. Ici et là, c'est cuit dans une sauce façon pochouse, une sauce un peu acide. Ça vient de chez Patrick Bertron, qui est le chef exécutif du restaurant Bernard Loiseau. Donc c'est un brochet un peu travaillé. Bon, un restaurant 2 étoiles. Et on peut aussi faire pourrir son brochet. Alors, vous allez dire, faire pourrir son brochet, c'est du gâchis. Ben non, une fois de plus, non. Il suffit juste de maîtriser la manière de faire pourrir son brochet. Et ça, il y a une technique ancestrale qui permet de mettre un brochet en bouteille, un brochet ou une carpe ou un silure, ça s'appelle le garum. Le garum, c'est la fameuse sauce d'origine antique, qui est une sauce de poisson fermenté. En fait, on met des poissons dans une grande barrique ou un récipient en argile à l'époque, et puis on ferme. Enfin, on met plein de sel, 25% de sel, très très salé, pour justement limiter, parce que le sel c'est un antiseptique, donc on va éviter les mauvaises bactéries de se développer. Par contre, il y a des bactéries lactiques qui vont résister, mais celles-là, elles sont bonnes. Et elles vont fermenter le poisson. Donc on met le couvercle et on attend 6 mois ou 1 an. Au bout d'1 an, tout ça devient une espèce de jus, parce que tous les jus sont extraits par le sel, ça fermente, etc. Et on ouvre, on a un jus comme ça qui coule, qui est un jus qui sent très fort le poisson, qui est très salé évidemment, et qui fait un assaisonnement merveilleux, parce que ça a cette rondeur en bouche qui est due aux acides aminés qui ont été dégradés, qu'on appelle l'umami. C'est ça, cette saveur très particulière qu'on va retrouver. Et c'est une sauce qui est son équivalent aujourd'hui, c'est le gnoc mam, qu'on achète en supermarché. Donc les Asiatiques ont gardé cette culture, que ce soit au Vietnam ou en Chine ou ailleurs, de cette sauce gnoc mam qui est le garum historique, c'est-à-dire une sauce de poisson pourri, qui sert d'assaisonnement. 2-3 gouttes sur un plat et ça relève le plat. Il ne faut pas en mettre beaucoup plus, parce qu'après ça sent vraiment le poisson pourri. Mais quand on en met, c'est toujours pareil. Ça aussi, c'est pour ça que la cuisine est un art, hein. C'est une question de dosage. On ouvre la bouteille, on dit ça sent pas bon, mais après le cuisinier prépare son truc, on mange, il dit c'était vachement bon, qu'est-ce que tu as mis dans ta sauce? Bah j'ai mis du gnoc mam, enfin ou garum, mais je l'ai mis comme il fallait, bien dosé. Et ça, les parfumeurs le savent très bien. Il y a beaucoup de molécules qu'on va trouver dans les parfums qui sont des puanteurs absolus. C'est-à-dire qu'il y a des parfums qui contiennent du scatol. Le scatol, c'est l'odeur des excréments très forte. C'est une horreur quand on ouvre le flacon de scatol. Mais on va en mettre une goutte dans une cuve de 5000 litres et ça a une odeur florale. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Et parce qu'il y a des seuils, des détections qui fait qu'une odeur peut être florale à très faible dose et puis quand ça augmente, ça sent mauvais. Donc c'est intéressant. Et en cuisine, c'est pareil. On a des choses qu'on va utiliser. Quand c'est bien dosé, c'est merveilleux. Quand c'est mal dosé, bah, vraiment, ça choque. Voilà. Et ben après, si on veut fabriquer un brochet façon aujourd'hui, ben voilà, il faut juste faire l'aile ou la cuisse et de se dire, ben, on va faire un brochet qui n'est ni cuit, ni fermenté, ni cru. C'est un brochet qui n'existe pas, qu'on va fabriquer, qui est transformé. Et on fabrique un brochet. Bon, ça c'était Claude Zidi, hein, donc c'est les années 70, c'est l'aile ou la cuisse avec Coluche et De Funès. Mais on sait le faire aujourd'hui en fait, on sait le faire. Techniquement, on sait faire alors pas un poisson entier, mais on sait faire des filets de poisson cultivés dans les laboratoires, ce qu'on appelle pas l'agriculture, on appelle ça encore parfois l'agriculture cellulaire ou la culture cellulaire, qui permet de faire pousser des muscles de bœuf, faire pousser des foie gras, faire pousser ce qu'on veut. Et ça marche, donc pour l'instant, ce n'est pas commercialisé parce que, c'est beaucoup trop cher à produire pour l'instant, mais ça va devenir moins cher bientôt, et 2, ce n'est pas encore autorisé sur le marché, mais ça va devenir autorisé bientôt aussi. Donc voilà, donc l'aile ou la cuisse, c'est pour bientôt, normalement. Ça veut dire que finalement, quand on va manger, on réfléchit à un régime idéal, on se dit voilà, aujourd'hui on est tous que finalement ce qui compte c'est le régime méditerranéen, voilà, avec des glucides, des céréales, voilà, des végétaux, fruits et légumes, un peu de matière animale, poisson, viande, plutôt viande blanche d'ailleurs, des œufs, des laitages, parce que ça apporte plein de choses, et puis limiter le plus possible les trucs très caloriques, le gras, les bonbons, le sucre, etc. Alors, ceci étant, l'huile, par exemple l'huile d'olive, c'est le pilier du régime méditerranéen. Donc il ne faut surtout pas la limiter. C'est un peu couillon d'avoir mis l'huile ici à côté des Smarties, parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. Je ne connais aucune étude scientifique qui ait montré que quelqu'un consommait trop d'huile d'olive. Ça n'existe pas.
Et au contraire, toutes les études sur l'huile d'olive montrent que ça a systématiquement un effet bénéfique sur la santé. Pour le beurre, ça peut être un tout petit peu plus discuté, c'est-à-dire que ça a un effet bénéfique, mais il faut reconnaître que là, il y a un effet de dose quand même. Il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que quand on peut en consommer tous les jours, bien entendu, mais il ne s'agit pas d'en consommer 200 grammes tous les jours. Mais ça apporte des tas de vitamines intéressantes et des tas de choses intéressantes. Pareil pour le chocolat, si c'est du vrai chocolat, autrement dit, s'il est très pauvre en sucre et qu'il est très riche en cacao, il n'y a aucune limite, on ne peut pas en manger trop. Si je mange un chocolat à 80-90%, ça m'apporte des tas de choses qui sont plutôt bénéfiques. Si c'est un chocolat à 50%, c'est-à-dire que le 50% restant, c'est du sucre, donc forcément, c'est moins bénéfique. Bon. Mais évidemment, on va essayer de réfléchir à cette alimentation qui est idéale, entre guillemets, qui est variée, avec des produits bruts qu'on va cuisiner. On se dit, mais finalement, est-ce que c'est ça qu'on mange? Une fois de plus, en moyenne, non. Quand on regarde, on fait des enquêtes de population, il y a beaucoup de gens qui finalement mangent plutôt ça, et systématiquement, très majoritairement. Quand je dis ça, ça peut être un burger, ça peut être un hot dog ou une pizza. C'est-à-dire un aliment qui est servi comme ça, transformé, qu'on n'a pas cuisiné soi-même, qu'on achète, et qui est industriel ou préparé au restaurant, mais en tout cas, voilà, c'est une pizza. Bon, il y a des tas de choses dedans, hein. Il y a des fruits et des légumes, hein, puisqu'il y a des tomates, donc c'est des fruits, il y a des oignons, on a un légume, et des olives, c'est des fruits, voilà. Et puis on a du thon, bon, pourquoi pas, on a des céréales, on a la pâte à pain, on a des matières laitières, parce qu'on a la mozza qui est fondue. Donc a priori, on a ce qu'il faut dedans. Notre équilibre alimentaire, il est balancé là-dedans. Enfin, en tout cas, la profusion des aliments, on en trouve de différentes familles, mais c'est peut-être pas le bon équilibre. Et puis, ça a été cuisiné d'une manière où on ne sait pas trop si c'est la meilleure manière. Le fait est que l'utilisation et l'ingestion trop fréquente de ce type d'aliments génèrent tout un tas de pathologies qu'on connaît aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle l'épidémie, hein, de diabète, d'obésité, et y compris de cancer aussi, où de plus en plus d'études montrent un lien entre les aliments transformés, enfin, l'importance de leur consommation et l'apparition de cancer de manière prématurée. Donc ça pose des questions sur est-ce qu'on veut aller dans cette direction-là ou pas. C'est quoi l'autre direction? C'est de se dire, finalement, est-ce que demain on ne mangera pas que des pilules? Et ça, on en parle dans l'exposition, bien sûr. Et pourquoi pas? On perd quand même l'essentiel que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la notion de plaisir. Voilà. Mais on pourrait se dire, bon, d'un point de vue nutritionnel, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que finalement, j'aurai le bon équilibre, hein, j'aurai les bons micronutriments, les minéraux, les vitamines, tout ce qu'il faut, et on me donnerait mon sachet de pilules à consommer tous les jours, et j'aurai le parfait équilibre alimentaire. Donc déjà, d'un point de vue social, culturel et même individuel, hein, pour cette notion de plaisir, on sait qu'on ne tiendra pas 3 jours, on tombera fou bien avant, donc ce sera l'internat, donc c'est pas mieux. Et en plus, même physiquement, physiologiquement, ça veut dire que si je veux avoir 2000 calories, parce qu'il faut 2000 calories par jour en minima, à peu près, hein, il faudrait, on fait le calcul, combien je peux mettre de calories maximum dans une pilule. La matière la plus calorique, c'est les lipides, 9 kilocalories par gramme. Bon, il faut que j'avale 500 pilules. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je boive à chaque fois, pilule, un verre d'eau, et il faut que je boive 5 litres d'eau. Et donc, je ne peux pas m'alimenter comme ça, c'est pas possible. Donc, en tout cas, certainement pas sur le long terme. Après, il y a des aliments très concentrés qu'on va pouvoir emmener si on décide de traverser le pôle Nord à pied. Bon, forcément, on ne va pas emmener des cassoulets. On va être obligé de s'adapter un peu et on va emmener des tablettes concentrées. Et puis, on va essayer de tenir le coup pendant un mois de la traversée en se disant vivement mon sandwich au jambon en arrivant. Voilà. L'autre option dont on entend beaucoup parler, dans tous les gens qui réfléchissent à l'alimentation de demain, ils disent mais finalement aujourd'hui on mange mal parce qu'on mange des trucs transformés, c'est des maladies de civilisation, il faut revenir à ce qu'on faisait avant, il faut manger paléo. Voilà, ça c'est une assiette paléolithique, enfin une assiette. Pour le coup paléo il n'y avait pas trop d'assiettes, mais imaginons que sur cette assiette on met du paléo. C'est-à-dire là voilà, vous avez du poisson, des tubercules, ça va, et puis, pardon, pas des tubercules, des oignons, c'est des bulbes, voilà, pardon, parce que je suis en train de... Et donc des bulbes, du poisson, des feuilles, voilà. Tout ça, c'est ce qui existait au paléo. C'est-à-dire que j'attrape des feuilles, des racines des bulbes, je chope un poisson et voilà, je le découpe et je le mange cru éventuellement. Voilà, ça c'est paléo. Donc ça veut dire que j'ai aucune légumineuse, ça n'existait pas, paléo. Aucune céréale, ça n'existait pas. Enfin, il y a quelques céréales sauvages, mais pas assez pour nourrir de manière conséquente. Et puis, évidemment, pas de sucre, c'est impossible. Enfin, le sucre qu'on pouvait trouver, c'était dans quelques fruits, mais voilà,
Donc on a des aliments bruts comme ça, et est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est plus sain ou pas? Ou est-ce que c'est une espèce de fantasme de se dire avant on avait une vie plus saine, donc il faut manger comme avant? Est-ce qu'on peut nourrir 7 milliards de personnes avec un régime paléo? Bon, c'est des questions qu'on peut débattre. Déjà, il y a un truc qui est clair, c'est que c'est quand même dommage. En même temps, c'est un peu paradoxal par rapport à toutes les études, notamment qui montrent qu'il faudrait qu'on mange beaucoup plus de légumineuses, parce que c'est riche en minéraux, c'est riche en protéines, etc. Or, ben, en régime paléo, on n'a pas le droit aux légumineuses, parce que ça n'existait pas au paléo. Donc, déjà rien que ça, bon, dommage. Donc on pourrait faire un régime paléo adapté, peut-être avec quand même des légumineuses. Bon, à voir. Donc ça nous pose des questions, ça nous pose des questions sur vraiment ce qui se passe. Et dans tous les cas, ce qu'on note, c'est qu'il faut revenir. Quand on dit revenir aux fondamentaux, ça ne veut pas dire se projeter 100 000 ans en arrière, ça veut dire finalement se rappeler que l'important dans tout ça, c'est sans doute de cuisiner, une fois de plus. Et donc, comprendre un peu ce qui se passe quand on cuisine. Quand je cuisine, je fais, sans m'en rendre compte bien sûr, je fais appel à de la physique, comme disait Brillat-Savarin, de l'histoire naturelle, donc de la biologie et de la chimie. Quand je fais une mayonnaise, quand je fais une mousse au chocolat, c'est de la physique pure. Il n'y a pas de chimie parce qu'il n'y a pas de cuisson. Donc il n'y a pas de transformation des molécules. Quand je fais ma mayonnaise, j'ai mon jaune d'œuf, mon sel, mon poivre si je veux, mon petit trait de vinaigre, et éventuellement ma petite cuillère de moutarde, parce qu'on a quand même le droit, contrairement à ce que certains disent, de mettre de la moutarde dans la mayonnaise, et puis ça aide. Et non, parce qu'il y en a qui disent, la moutarde, historiquement, il n'y avait pas, c'est de la rémoulade, ce qui est une connerie pure, parce que dans la rémoulade, en fait, il y a aussi des capres, des oignons, des machins, des tas de trucs, donc ça ressemble. Une mayonnaise à la moutarde ressemble beaucoup plus à une mayonnaise qu'à une sauce rémoulade. Donc, et vraiment, ça aide, un petit coup de moutarde. Parce qu'il y a dedans des tas de tensioactifs qui vont aider à faire l'émulsion. Donc, et on verse son huile, et on monte sa mayonnaise. En fait, on fait un mélange. Et comme c'est un mélange un peu énergique, dans lequel on fractionne les gouttes d'huile, etc., ça s'appelle une émulsion. Et c'est pour ça que c'est une texture merveilleuse, une texture de crème. La plupart des crèmes au sens cosmétique, c'est des émulsions, en fait. Parce que justement, c'est une texture comme ça, très, très souple, très crémeuse, je ne sais pas comment dire. Et il y a un côté complètement magique, hein, parce que mine de rien, quand on réfléchit à ce qu'on est en train de faire, je suis en train de verser de l'huile, et plus je mets de liquide, moins c'est liquide, quoi. Donc ce n'est pas un mélange. Si c'était un mélange, plus je mets de liquide, plus c'est liquide. Mais là, non. Et plus je mets de liquide, plus c'est dur. Ben, ça veut dire qu'en fait, je suis en train de fractionner mes gouttes d'huile, et elles se tassent les unes contre les autres sans fusionner, et en se tassant, elles s'empêchent de bouger, en s'empêchant de bouger, ça tient. Et après, hop, j'ai ma cuillère de mayonnaise, comme ça, dans mon bol. Alors que c'est un liquide. Ça c'est de l'huile. Mais c'est l'huile qui tient, parce qu'elle a été fractionnée en gouttelettes, et il y a un tensioactif, des molécules qui vont se mettre autour de toutes les gouttelettes pour les empêcher de fusionner et de faire une grosse flaque d'huile. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il me faut un tensioactif, et c'est pour ça qu'il me faut un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est très riche en tensioactifs, parce que la poule a fabriqué la mayonnaise, pour moi, avant. Un jaune d'œuf, c'est de l'eau et du gras. Et un peu de protéines, bien sûr. Mais c'est hyper homogène. Quand je casse mon jaune d'œuf, c'est homogène. Or, je sais, moi, que je suis incapable de mélanger de l'eau et du gras. Je mets de l'huile, de l'eau, je peux secouer comme ce que je veux, ça va trancher tout de suite. Il y a l'huile au-dessus et l'eau en dessous. Et la poule, elle a réussi à faire ça, elle. Elle a réussi à mélanger de l'eau et du gras, et de manière hyper stable. C'est-à-dire que le jaune d'œuf, je le mélange, je reviens le lendemain, je reviens une semaine plus tard, ou un an plus tard. Je ne peux plus le consommer d'un point de vue microbiologique, mais ça sera toujours une émulsion. Parce que la poule est très très forte pour faire des émulsions. Et nous, tout ce qu'on fait en tant que cuisinier, c'est qu'on va grossir cette émulsion. C'est-à-dire qu'il y a déjà du gras qui est présent en forme de gouttelette dans l'eau du jaune d'œuf, et bien on va rajouter encore du gras et on va grossir le jaune d'œuf pour faire finalement un gros jaune d'œuf dans lequel le gras soit suivi de l'huile majoritaire et non pas le gras de la poule. Enfin, bref. Donc voilà ce qu'on fait quand on fait une émulsion. Quand on fait une fois qu'on a fini sa mayonnaise, il nous reste un blanc d'œuf, ce qui est dommage. Il ne faut pas gâcher. Donc ça tombe bien, on se dit, on va l'utiliser. Donc on fouette son blanc d'œuf, qui est aussi très riche en tensioactifs. Donc on pourrait aussi mettre de l'huile et fouetter, et on ferait une mayonnaise avec le blanc d'œuf. Ça ferait une deuxième mayonnaise, ce qui serait rigolo. Une mayonnaise avec le blanc, une mayonnaise avec le jaune. Ça fait un peu beaucoup de mayonnaise. Donc on va plutôt fouetter à l'air. Et donc le tensioactif va servir à protéger les bulles d'air à la place des gouttes d'huile. Et ça va faire rentrer plein de bulles qui vont s'agglutiner, qui, pour la même raison, elles vont avoir du mal à se déplacer. Donc le blanc d'œuf qui était liquide va devenir de moins en moins liquide. Et va devenir, non pas solide au sens physique, mais en tout cas, il va plus couler. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je lui dis, bon, j'ai un blanc d'œuf monté en neige. C'est pas bon, objectivement. Hein. Donc il va falloir lui donner du goût. Donc c'est là où on met ce qu'on veut dedans. Et bien si je fais fondre du chocolat et que délicatement je mélange mon chocolat fondu avec mon blanc en neige, et ben
j'ai une mousse un peu liquide, je me dis bon c'est pas mal mais je peux la manger, c'est liquide, je me dis ça serait mieux si c'était un peu plus ferme, allez hop, je mets tout ça au frigo, le beurre de cacao va cristalliser dans le frigo, et quand 4 heures plus tard, ou 12 heures plus tard, si j'ai fait ça pour le lendemain pour la veille, ou la veille pour le lendemain, eh ben, je peux retourner mon bol, ça tient normalement, et hop, j'ai comme ça, une mousse au chocolat. Et voilà, et ça c'est de la physique pure parce que les molécules qu'il y a là-dedans sont exactement les mêmes que dans mes ingrédients de départ, il n'y a rien qui a changé. Hein. C'est-à-dire que ma tablette de chocolat et mon blanc d'œuf sont juste mélangés un peu différemment là-dedans. Donc c'est de la physique pure. Maintenant, je peux imaginer de la biologie. La biologie, c'est ce que je vais faire quand je vais récupérer du lait. Et puis, je vais le chauffer un peu éventuellement, le pasteuriser éventuellement, ça c'est des choix. Et puis, qui ont des conséquences, hein, mais qu'on peut débattre. Et puis je vais mettre de la bréssure dedans. Donc, qui est les enzymes qu'on va trouver dans l'estomac du jeune veau, qui permet de faire cailler le lait, donc de digérer le lait. Donc, on va mettre, c'est pour ça que les fromages ne sont pas véganes. Ils sont végétariens parce qu'il n'y a pas d'animal mort dedans, mais on a utilisé un morceau d'animal mort quand même pour pouvoir faire le fromage. Donc ça pose aussi des débats sociologiques, philosophiques d'aujourd'hui. Mais pas tous les fromages. Il y a des fromages qui sont ensemencés avec de la présure, d'autres qui sont ensemencés avec un caillé lactique, donc avec des bactéries lactiques. Donc là, cette fois-ci, voilà. Ou il existe des présures végétales. Donc par exemple, si je prends un jus quand il y a des figues qui vont apparaître à la saison, les sucs des figues contiennent des protéases qui font cailler le lait. Donc il y a des méthodes de faire des fromages comme ça avec ces végétaux. Bref, le but du jeu c'est de faire cailler le lait, c'est-à-dire déclencher une réaction et aussi favoriser donc, des bactéries lactiques qui vont acidifier le milieu et faire cailler. Après on va filtrer, on va laisser sécher, enfin on va mouler, et puis d'autres levures et d'autres bactéries qui vont former la croûte. Et puis tout ça, ça transforme biologiquement le lait. Alors, il y a des réactions chimiques mais qui sont déclenchées par la biologie. On peut, je dis bien on peut, s'inspirer de ce processus-là pour faire de l'innovation et faire notamment ici ce qu'on appelle parfois un fromage, c'est-à-dire un fromage vegan. Cette fois-ci vraiment vegan, donc il n'y a pas de lait, si on veut que ça soit vegan. Et donc on va prendre un lait alors on n'a plus le droit d'appeler ça lait, mais on va prendre de l'eau ou un jus de soja ou d'amande ou de ce qu'on veut, et puis on va mettre dedans aussi des bactéries lactiques on va ensemencer, ça va ça va précipiter les protéines, on va filtrer, il y a des champignons qui vont s'installer autour et ça fait un fromage vegan. Est-ce que c'est bon ou pas? Il faut goûter. Et il faut se faire soi-même son avis, je ne me prononcerai pas. On peut, comme je vous disais, laisser la pourriture noble s'installer sur des grains de raisin, merci la biologie. On peut s'inspirer de ça pour faire la fameuse pomme pourrie dont je vous ai parlé tout à l'heure, merci la biologie. Tout ça, ça se fait de manière magnifique. Et puis, bien entendu, il y a quand même beaucoup de choses qu'on va faire. Et la majorité, ça va relever de la chimie. C'est-à-dire qu'on va faire des réactions chimiques. Et dès qu'on va cuire, on va faire des réactions chimiques. Si je cuis un blanc d'œuf, en quelques secondes, même dans mon micro-ondes, hein, je casse le blanc d'œuf, ou même tout l'œuf entier, je le mets dans un petit verre, 10 secondes de micro-ondes, je le ressors, c'est cuit. En 10 secondes, la chaleur a coagulé les protéines, fait des ponts disulfures, fait des réactions chimiques qui sont irréversibles. Et quand je vais faire mon bain de friture, c'est pareil. Mes pommes de terre, je les coupe, etc. Paf, dans mon bain de friture, à 160 degrés, je les sors, je laisse un peu refroidir, je les remets à 180 degrés, paf, choc thermique, petite croûte qui sent bon les frites, ça reste moelleux à l'intérieur, c'est croustillant à l'extérieur, je mets un peu de sel, hop, tout le monde est content, j'ai des frites. Et clairement, ça n'existe pas dans la nature. Et toutes les molécules qui sont à la surface de la frite n'existent pas dans la nature. Elles ont été créées grâce aux constituants de la pomme de terre qui ont été soumis à la chaleur de 180 degrés dans un milieu gras qui fait qu'il y a des réactions de Maillard, tout un tas de réactions chimiques entre les protéines, entre les glucides, avec la présence de gras autour, etc., qui fait que ça fait quelque chose qui s'appelle une frite. Quelque chose qui est une invention bien particulière, qui est aussi un aliment universellement apprécié dans le monde entier, comme les pizzas. C'est-à-dire que partout dans le monde, enfin surtout dans les villes, on va dire, hein, pas forcément dans les campagnes, mais quand on se promène à Shanghai, à New York ou à Berlin, et on mange des frites et des pizzas si on veut, et tout le monde aime ça. Donc il n'y a pas d'effet culturel, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup d'aliments où il va y avoir un effet culturel très fort, un marqueur identitaire, comme on le montre dans l'exposition, le fait, je sais pas, de manger des insectes par exemple, il y a des endroits où on va se régaler au Mexique, on va faire frire des larves et tout, puis d'autres endroits, mais quelle horreur. Bon, à l'inverse, nos fromages très fermentés, là, le camembert qui sent très fort l'ammoniac, etc., on va s'en régaler, puis on va en Asie, on leur propose ça, ils disent mais quelle horreur, vous pouvez manger ça, vous. Bon, les frites, non, les frites, ça plaît à tout le monde. C'est bien, parce que c'est gras, salé et croustillant. Et si c'est gras, salé et croustillant, physiologiquement,
on est programmé pour apprécier le gras et le sel parce qu'on détecte les minéraux, on détecte la présence de calories. Donc, notre cerveau nous dit c'est super ce truc-là, c'est gras et salé, vas-y, mange-en plus. Si en plus c'est sucré, c'est génial. Et en même temps, on est aussi programmé pour apprécier les contrastes de texture. C'est qu'on adore ce qui est croustille-moelleux, croustille-fondant, etc. Et la frite, c'est génial. Et la pizza, c'est pas mal aussi. La pizza, en général, quand c'est bien fait, pizza napolitaine, là, qui est cuite 45 secondes dans un four à 500 degrés, là, on a le bord qui gonfle et qui croustille, et bien à l'intérieur, on a la pâte qui est encore... C'est merveilleux. Je commence à avoir faim. Donc on peut bien sûr sophistiquer, hein. On n'est pas obligé de faire des frites, on peut faire des pommes soufflées si on a un peu de temps dans soi, et qu'on maîtrise un peu la technique. Vous trouvez des démonstrations sur YouTube, notamment Raymond Oliver, qui vous fait très bien la démonstration des pommes soufflées. Bon, ça mérite un peu de travail, mais quand on y arrive, c'est joli. Et voilà, et puis l'œuf, une cuisson, c'est de la chimie. Et puis, on peut réfléchir, au lieu de faire un œuf dur comme ça, on peut se dire, tiens, bon, celui-là, il est très mal présenté, mais c'était juste l'idée de se dire, tiens, je vais faire l'expérience, je vais essayer de cuire à basse température, par exemple. Et si on se rend compte que si on cuit un œuf à 64 degrés, ce qui a été fait ici, et puis qu'après, on le présente joliment, là, il a été explosé exprès pour montrer la texture qu'il a. En fait, on a un jaune qui est très crémeux, et puis un blanc qui est très fragile, un peu comme une panna cotta quand elle est vraiment réussie. C'est que ça, on sent que c'est gélifié, mais en même temps, la cuillère, elle rentre dedans sans effort, c'est tremblant, quoi. Et c'est ça qui est bon, parce que honnêtement, un blanc d'œuf comme ça, c'est pas bon. On le fait parce que c'est pratique, on part en randonnée, on emmène son œuf dur, c'est super. Mais franchement, il n'y a aucun goût dans un blanc d'œuf cuit comme ça. C'est juste un truc de caoutchouc un peu. Bon, éventuellement, en mettant plein de mayonnaise avec, etc., on s'en sort. Le jaune, pour peu qu'il soit un peu trop cuit, c'est farineux. Si c'est un peu vert autour, bah ça pue le soufre, hein. Donc l'œuf dur, c'est quand même souvent raté quand on l'achète. Il y a intérêt à maîtriser sa cuisson pour vraiment pas dépasser le temps de cuisson, pas plus de 9 minutes, ça ne sert à rien, pour avoir un jaune qui reste quand même un peu fondant et puis un blanc qui ne soit pas trop béton. Mais sinon, souvent, quand même, c'est quand même un peu raté, quoi. Donc, cuire des œufs basse température, ça peut être intéressant pour avoir une texture qui est quand même plus sympathique. Bon. Et tout ça, ça veut dire, bah oui, ça veut dire que cuisiner. Cuisiner, c'est une espèce de réflexe qu'on acquiert qui fait qu'en permanence, quand on voit l'environnement autour de nous, on se dit comment je pourrais le manger. Et ça, moi, c'est ce qui se passe. Bah, ça, c'est une photo de mon labo. Enfin, de mon labo. Le labo, il est là. Et en face, j'ai les flamants, puisque je suis dans le jardin des plantes et qu'on a des flamants rouges. Ce n'est pas des flamants roses, c'est des flamants rouges. Phoenicopterus rubers. C'est les flamants qu'on trouve dans les Caraïbes, alors que les flamants roses, c'est ceux qu'on trouve en Camargue. Donc, nos flamants français sont roses, mais les flamants des Caraïbes sont rouges. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont roses, mais plus que nos flamands à nous, qui sont roses, mais très pâles. Bref. Et la question est de se dire comment ça se mange. J'ai pas encore essayé, parce que je ne veux pas me faire virer tout de suite du muséum, mais ça se mangeait. J'ai trouvé une recette de flamand, Apicius. Hein. Donc Apicius, c'est aussi l'époque où on faisait des garums, hein, c'est la cuisine antique. On est entre moins 30 et plus 30 avant, après Jésus-Christ, c'est le premier, le plus vieil ouvrage de cuisine connu. Alors, il n'a pas vraiment 2000 ans cet ouvrage, parce que les historiens s'accordent pour dire qu'il a sans doute été écrit plutôt 2-3 siècles après vraiment la vie d'Apicius. Mais bon, peu importe, c'est le plus vieux bouquin connu, écrit en latin, bien sûr, en latin vulgaire, mais traduit depuis, avec une soixantaine de recettes. Et donc, on vous propose comment on cuisine le flamand. Donc, en vous précisant, on va le laver, on va le parer. Et quand on regarde la recette dans le détail, finalement, c'est très familier. C'est très familier tout ce qu'on y découvre. On voit qu'on fait cuire dans ce qu'on appelle dans un mouillement aujourd'hui, hein, donc dans de l'eau. On va rajouter une garniture aromatique avec du cumin, de la coriandre, des feuilles qu'on ait noms un peu bizarres, des racines de lazère, de la rue, mais c'est des herbes aromatiques, hein, on en parle moins, mais ça existe toujours. Hein. Et puis on triture, puis à côté, dans un mortier, on va mettre quelques dattes avec quelques épices aussi, puis on va écraser tout ça, puis cette sauce, on va l'allier, on va la remettre dans la cocotte, on va ajouter un peu de fécule, donc c'est un peu de maïzena, hein, finalement, pour épaissir la sauce, et puis voilà. Et puis on verse la sauce sur la belle volaille qui est bien dressée, et puis on est content. Et donc voilà, Apicius, ok, très bien, mais voilà, si je prends marmiton, je tape coq au vin, bon bah c'est ça la recette, hein. Je prends mon coq, je mets dans le vin, je mets un peu de vin, hop, une garniture aromatique, si la sauce n'est pas assez épaisse, je rectifie avec un peu de farine, et puis voilà, et puis bon, ok, il y a 2-3 champignons et des oignons grelots, mais à la limite, c'est une fioriture, quoi. Là, je pourrais mettre un flamand et ça marcherait très bien. Bon, donc fondamentalement,
avec la cuisine, tout à l'heure je vous disais ça évolue, oui, ça évolue dans les détails, mais pas dans les fondamentaux. Il y a 2000 ans, on foutait une volaille avec des végétaux dans une cocotte, on faisait cuire, on servait, aujourd'hui on continue. Où on faisait rôtir, etc. Mais c'est sûr que l'assaisonnement va être différent, ça va être un peu moins sucré, un peu plus ceci, un peu plus cela, on va servir de telle manière. Bon, c'est pour ça que sur les photos, on voit bien les différences, quand on regarde même dans l'histoire récente. Mais globalement, ça ne change pas tant que ça. Alors, justement, sauf dans les effets de mode, comme je vous disais, dans les réflexes, dans les automatismes, dans les présentations, ça va changer. Par exemple, il y a eu cette fameuse apparition de la nouvelle cuisine, dont Michel Guérard était un des papes à l'époque des années 70, avec Paul Bocuse, avec Alain Sanderins, avec les Trois Gros, avec etc., tous ces grands chefs qui ont marqué la cuisine française. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a été considéré comme nouveau? C'était une nouvelle approche des ingrédients, c'est-à-dire qu'ils continuaient à utiliser les mêmes techniques, mais avec sans doute une philosophie, une logique un peu différente. Si je prends le homard ici, c'est un homard thermidor, c'est escoffier. C'est-à-dire que c'est un homard tranché, sauce béchamel, échalote, fromage fondu, un peu de ciboulette, on fait gratiner, etc. Et on sert. Bon. C'est très bon, mais dans la logique de la construction de ce plat, on sent bien qu'il y a un côté gourmand du fromage fondu, du gratin, etc. Mais objectivement, le homard passe peut-être un peu en second plan. Bon. Et on se dit, c'est dommage si j'ai un vieux homard dans mon fond de congélateur, acheté 10 € le kilo au supermarché en provenance du Canada, c'est peut-être pas très grave, c'est rigolo de faire cette recette. Par contre, si j'ai mon copain qui rentre des îles Chausées, qui me ramène un super homard qui est encore vivant, elle me dit vas-y, on va le faire, si je lui fais ça, il va peut-être tirer à la tronche un peu. Parce qu'il va dire ok, bon, prochaine fois, je reviendrai avec des sardines, quoi. Parce que voilà, qui est très bon aussi, mais c'est moins cher. Et la Meuloise, un des papes de la nouvelle cuisine, voilà, c'est un exemple, j'aurais pu prendre des tas d'autres exemples. Là, on a une logique qui est un peu différente. On dit le homard, on va essayer de le servir le plus pur possible, le plus proche du produit, c'est qu'on veut que ça soit le homard. Donc à peine cuit à la nacre, encore juste tiède au milieu, là, bien translucide. Et puis on va quand même le valoriser. On va mettre un petit jus de cresson, 2-3 petits poireaux là, à peine blanchis, etc. Pour faire une présentation et rebondir sur le homard. Mais il faut qu'on sente la chair du homard comme s'il sortait de l'eau. Et ça, c'est ça beaucoup plus la logique de la nouvelle cuisine. Cette espèce de notion de fraîcheur du produit, transformé à minima. Enfin, minima, il y a quand même beaucoup de travail, mais je veux dire pour que dans le plat, sans qu'on s'en rende compte, même s'il y a beaucoup de travail, on ait une identification du produit, qui soit vraiment, voilà, je suis en train de manger, c'est clairement un homard, j'ai le goût du homard, j'ai le goût du poireau, j'ai le goût du cresson, et ça se marie très bien, et je suis content, mais j'arrive à dissocier tout ça. Et donc c'est un peu ça, beaucoup plus cette logique. Un peu plus tard est arrivée la nouvelle cuisine, ce qu'on a appelé la cuisine moléculaire. Donc dans les années 90, et beaucoup de gens l'ont qualifié de nouvelle cuisine. Ça consistait à prendre un peu une trajectoire diamétralement opposée, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire que ça respectait l'idée de se dire que la cuisine doit émerveiller, doit susciter une émotion, etc., comme on le disait dans la nouvelle cuisine, doit innover, comme on le disait dans la nouvelle cuisine. Mais par contre, ça insistait beaucoup sur le fait qu'on avait le droit de casser les codes et de complètement justement s'affranchir d'une espèce de respect du produit artificiel, un respect du produit forcé, de se dire, voilà, ce qu'on veut, c'est à partir d'une matière, comme des petits pois, par exemple, ça c'est servi façon nouvelle cuisine, voilà, on a le petit pois, petite fleur, petit bout de lard pour assaisonner, parce que les petits pois c'est bon, mais c'est quand même meilleur avec un peu de lard. Et donc là, on profite du produit, et on peut se dire, je pourrais aussi servir ça, quoi, façon nouvelle cuisine, voilà. Bon. Enfin, façon nouvelle cuisine. Voilà, je sers une sphère. Comme un jaune d'œuf, mais vert, sur une cuillère, et puis voilà. C'est ça que mon client, il a. Et donc, on ne sait pas ce que c'est. Exactement, surprise. Donc, on veut susciter de l'émotion. On dit, c'est rigolo, on prend la photo, on met sur Instagram, tout ça. Bon. Et après, une fois qu'on a fini sur les réseaux sociaux, on goûte. Voilà. Puis là, on voit que c'est liquide à l'intérieur, voilà, que c'est chaud. Puis il dit, tiens, ah ouais, c'est du petit pois, non? Ouais, c'est ça, c'est du petit pois. On reconnaît le petit pois et on est content. Et on a une expérience de dégustation du petit pois qui est clairement différente. Bon. Donc il y a un choix artistique qui est fait. Ça, c'est Ferran Adrià qui va faire ça comme ça. Et depuis, c'est devenu une technique très classique qu'on appelle de sphérification. On peut faire ça avec ce qu'on veut, une sphère d'asperge, une sphère de ce qu'on veut. C'est juste avec un peu d'alginate. Donc c'est naturel, hein, c'est des algues. Ça, c'est extrait d'algues. L'alginate, c'est des algues brunes. C'est pour ça que les algues, elles sont gélatineuses. Donc on récolte des algues, on extrait les gélifiants, on les met dans la préparation. Et puis on met un peu de calcium. On fait une préparation avec du calcium. Et le calcium favorise la gélification à l'extérieur de l'alginate. Et donc on a comme ça quelque chose qui est intéressant et que tous les chefs aujourd'hui maîtrisent et qui peuvent utiliser de temps en temps pour une décoration, pour un accompagnement,
pour s'amuser. Donc voilà. Là, tout ça, ça relève du choix. D'une certaine manière, tout ça, si c'est bien fait, c'est bon, c'est agréable, c'est surprenant, on est content. On vit une belle expérience, que ça soit avec Escoffier ou avec Ferran Adrià. Hein. Mais c'est des logiques très différentes, bien sûr. Il y en a qui vont pas aimer ça, et d'autres qui vont pas aimer ça, et puis chacun, après, c'est des choix assez, bien sûr, subjectifs, hein, par définition, mais en tout cas, le champ des possibles est là. Et ça nous porte vers ce qu'on appelle l'art culinaire, justement, qui doit beaucoup à Antonin Carême, à Marie-Antoine, dit Antonin Carême, qui était vraiment un des premiers, et il était surnommé roi des cuisiniers, cuisinier des rois, comme Escoffier d'ailleurs, presque un siècle plus tard, il avait reçu un peu le même surnom. Et Antonin Carême, bon, qui n'a pas vécu bien vieux parce qu'il travaillait surtout dans des conditions... les conditions déjà aujourd'hui, les conditions de cuisinier ne sont pas forcément évidentes, mais alors il y a 2 siècles, c'était encore pire. Hein, on oubliait tout ce qui est extraction, etc. Donc on vivait en permanence dans la fumée et enterré dans les cuisines. Donc il est mort malheureusement assez tôt, enterré au cimetière de Montmartre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, finalement, il est enterré sans son crâne, puisque son crâne, il est chez nous. Donc, voilà. Et le fait d'analyser sa dentition a permis de révéler que toutes ses dents étaient cariées. Quoi. Toutes. Ça a sans doute généré des infections des sinus qui ont peut-être accéléré sa mort. Ben, forcément, l'hygiène de l'époque était... Puis il était pâtissier, surtout, Carême. Donc, il mangeait du sucre en permanence. Et donc c'est un bon exemple pour montrer aux enfants, dire tu vois, tu viendras comme Carême, voilà. Et tu auras ton crâne au musée de l'homme. Et donc Antonin Carême, le pâtissier pittoresque, un de ses ouvrages magnifiques. Les beaux-arts sont au nombre de 5, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Donc il avait cette logique dès le départ de ce qu'on appellerait aujourd'hui pompeusement de constructivisme culinaire, qui est de se dire quand je prépare un gâteau, c'est une œuvre d'art. Qu'il soit comme ça, un peu comme on a aujourd'hui des pièces montées, ou globalement pour les baptêmes ou les mariages, effectivement on fait appel à des trucs absolument, des pièces extraordinaires, sur plusieurs étages, avec des décorations en sucre filé, en machin. Bon, et c'était cette logique-là, de se dire il faut que ce soit extraordinaire pour les yeux, puis si possible derrière bon aussi, mais voilà. Et donc on peut s'amuser là-dessus, hein. Effectivement quelques exemples. Comme ça c'est quelque chose que j'avais fait avec mes élèves, encore une fois, qui sont des profs. Hein. Quand je dis mes élèves, c'est des profs en formation. Donc ils ont déjà un certain niveau. Et là, on s'était amusé à servir au restaurant d'application un tataki de saumon avec chantilly de wasabi, meringue à l'encre de sèche. Et on voulait donner un côté un peu visuel sur ce plat-là. Et donc, on avait travaillé un sucre soufflé enrichi en bêta-carotène pour... servir ce plat, donc le client cassait la croûte sucrée, qui n'était pas très sucrée, parce que c'était en fait à l'isomalte qu'on avait fait ça, donc c'est moins sucré. Bref, ça donnait du croustillant au plat, et avec la couleur qui rappelait celle du saumon, donc c'était joli. Le client était content. Pareil pour soupe de petits pois, bon, pourquoi pas, c'est très bon. Enfin, soupe, attention aux appellations, surtout que là, des professionnels au fond de la salle, donc il faut que je me méfie dans les mots que j'utilise. Mais alors, velouté ou crème de petits pois, bref, un truc mixé avec du petit pois, dans lequel on va mettre quelques gouttes d'huile d'olive et puis de petites herbes pour faire joli. Et si c'est bien fait, c'est très bon. On va dire que si j'ai un bon bistrot ou un restaurant voilà, qui fait un peu parler de lui, je vais servir ça. Mais je sens bien que si je suis en train de chercher les étoiles, là, si je veux gagner une étoile de plus l'année prochaine, il faut que j'aille un peu plus loin que ça. Parce que... Et donc, on va chercher à travailler un peu plus le produit. Donc, par exemple, on va travailler le petit pois en 4 ou 5 textures avec le même coulis, mais on va rajouter un dôme qu'on aura congelé à l'azote liquide pour faire du craquant. Et puis, en même temps, on va mettre la pousse. Et puis, à l'intérieur, on aura fait une mousse de petits pois avec un gel dessous pour avoir un multiple texture. Et puis, l'huile d'olive, on ne va pas juste mettre des petites gouttes. On va faire une encapsulation à l'isomalte sur le bord du verre. Comme ça, c'est le client qui va casser. Puis, l'huile, elle va couler. Et là, on sent qu'on est plus instagrammable. Et donc, on se rapproche des étoiles. Non, ça, c'est logique. Bon, bien sûr, il faut toujours que ça soit bon. Hein. Mais en même temps, bon, si on s'est fait chier à faire un truc joli comme ça, en général, on a d'abord fait le boulot avant pour que ça soit bon. On a validé que c'était bon. Et après, on se dit, en plus, ça va être beau et ça va être spectaculaire. Bon. Alors, pareil pour l'omelette aux champignons, c'est déjà pas évident de faire une belle omelette. Mais bon, si je travaille bien dans un bistrot, je maîtrise les omelettes. Mais on se dit, c'est pareil, hein, si je suis dans ma course aux étoiles, il va falloir que je travaille un peu plus. Donc, on va faire
une purée de champignons, donc trompette de la mort, bien noire, là, qu'on va enrichir en poudre de blanc d'œuf, qu'on va peigner, on va couler du jaune d'œuf, et puis on va laisser ça au four vapeur à 70 degrés pour que ça coagule, et on va faire cette feuille souple d'omelette très goûtue et on va préparer après au siphon une mousse de jaune d'œuf à 65 degrés pour que ça soit juste, ça tienne comme il faut. Puis on va rajouter une petite ducelle de champignons pour avoir du croquant. Et on va rouler tout ça pour avoir le fameux effet croquant, fondant, mousseux, etc. Et on va lustrer au beurre clarifié pour que ça brille pour la photo. Et voilà. Et là, on a. Alors ça, c'est fait dans Modernist Cuisine, qui est l'ouvrage un peu phare de ce qu'on a appelé justement la nouvelle cuisine, hein, ou la cuisine moléculaire. Donc, bien sûr qu'il y a un travail supplémentaire. En même temps, si ça permet d'avoir une étoile de plus, ça va se ressentir sur mon chiffre d'affaires, ça vaut le coup. La preuve que c'est faisable, c'est qu'on l'avait fait, d'ailleurs avec Jacques, et l'élève de l'époque, chaque élève était responsable chaque fois au restaurant d'application qu'on a à l'INSPE, les élèves, ils mettent au point une recette, ils proposent une recette, et puis c'est servi aux clients le jour du menu. Donc là, ce jour-là, c'était un menu que je faisais avec eux, donc on voulait cet esprit un peu moléculaire. Donc il y a un étudiant qui a dit « Moi, je veux refaire l'omelette pour les 30 ou 35 couverts qu'on avait. » Donc il a bossé, il s'est levé tôt le matin. Et voilà, pour faire cette omelette qui était pas mal. Hein. L'idée, c'était vraiment de reproduire la recette. Il voulait pas, il a innové un petit peu, il a mis un peu de tomates confites, un peu de choses comme ça. C'était bien fait, hein, franchement. Tout petit souci sur le dressage au niveau du siphon, ça coulait un tout petit peu parce qu'il manquait 1 ou 2 degrés dans le bain-marie, donc c'était pas tout à fait assez ferme. Mais ça fait partie des petits ajustements qu'il aurait refait mieux le lendemain si on avait refait. Voilà, et tout ça, ça veut dire que, in fine, bien sûr, il ne faut quand même pas oublier que c'est destiné à être mangé, tout ça. Donc il faut aussi ce à quoi on réfléchit quand on est chef et ce qu'on essaie de comprendre, c'est la physiologie du goût. Alors là, je vais aller très très vite parce que là, on a fini le cœur du sujet qui était le sujet de la cuisine, et puis mine de rien, le temps passe. Donc, ça serait l'objet d'une deuxième conférence qui serait de comprendre le goût, et là, on pourrait en parler pendant des heures, parce que le goût, c'est à la fois l'olfaction, d'abord. Hein. Enfin, d'abord, c'est la vue. La vue, c'est que je vois le truc, ça me donne envie ou pas. Puis après, je commence à avoir les molécules volatiles qui vont titiller mon bulbe olfactif. Puis après, je vais le mettre en bouche, et là, je vais avoir les saveurs, avec ma langue qui va détecter le salé, le sucré, l'acide, la mer et l'umami, qui sont les 5 saveurs fondamentales, plus peut-être d'autres qu'on n'a pas encore bien caractérisées. Puis en même temps, la rétro-olfaction, qui à l'intérieur va remonter la cavité nasale et va continuer à aller titiller mon bulbe olfactif. Et me dire, il y a plein de choses que je n'avais pas senties au départ, que là je suis en train de sentir. Et puis en même temps, il y a tout ce qui relève ce qu'on appelle du trigéminal ou somesthésie, qui va être le froid, le frais, les textures, le piquant, tout ça qui va être analysé par mon cerveau. Et c'est assez subtil, hein, quand on dit le piquant de la moutarde n'est pas le même que le piquant du piment. Le piment, il va brûler la langue, là, la moutarde, elle va plutôt piquer en haut du nez, elle va monter au nez, donc ce n'est pas les mêmes récepteurs. Et puis, si vous avez l'habitude, si vous aimez l'huile d'olive, quand vous avalez l'huile d'olive, des fois, ça brûle ici, là. Et pas là, ni là, mais ça brûle là. Donc, c'est aussi du brûlant, du piquant, mais pas le même. Parce que ce n'est pas les mêmes récepteurs, une fois de plus. Donc, tout ça, c'est assez subtil, donc ça peut être intéressant. Bon, voilà. Après, on pourrait parler pendant des heures et des heures de, finalement, le métier de cuisinier, il est merveilleux parce qu'on arrive en fin de chaîne, on doit transformer les ingrédients et, d'une certaine manière, c'est assez valorisant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cuisinier dépend intégralement des gens qui ont bossé avant lui, les paysans, pour utiliser un mot au sens large, qui ont produit les aliments qui vont être transformés par le cuisinier. Et qu'un métier assez ingrat, parce qu'il faut reconnaître que ils sont au début de la chaîne, ils sont plutôt dans l'ombre, et heureusement, les mentalités changent beaucoup, il y a de plus en plus de chefs qui s'efforcent, de manière positive justement, de valoriser le travail de leurs producteurs et de se dire moi je dépends d'eux et j'ai envie, et parfois les noms apparaissent à la fin du menu, ma viande vient de tel éleveur, mon poisson de tel endroit, etc., parce que c'est grâce à eux que j'arrive à vous faire de la cuisine comme ça, parce que les produits sont magnifiques. Et donc il ne faut pas oublier cette importance de cultiver, de produire, avec un métier qui évolue énormément, et ça c'est des grands débats, donc je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais juste rappeler quelques fondamentaux qui viennent du fait que constitutivement, et là il n'y a pas débat, hein, j'insiste là-dessus, on est physiologiquement, constitutivement, évolutivement des omnivores, donc notre organisme est d'une certaine manière programmé sur le temps long de l'évolution pour être capable de digérer tout ce qui existe, c'est-à-dire le végétal comme l'animal. Et on est capable de se nourrir du végétal et de l'animal, et donc si on veut un régime équilibré, on va puiser dans tous les domaines, les champignons aussi d'ailleurs. Et maintenant, si on veut, pour des raisons X ou Y, se contraindre et ne plus manger d'animal, etc., on rentre
dans un choix qui relève d'un choix personnel ou sociétal pour certaines religions qui vont interdire tel ou tel aliment, auquel cas il faut adapter son alimentation, mais il faut quand même se rappeler que biologiquement, on est censé manger de tout. Voilà. Ça, c'est dit. Et pour des tas de raisons, parce que l'animal nous produit des protéines, des lipides, des vitamines B, notamment du fer, du zinc. Le végétal, on va avoir d'autres choses, d'autres lipides, d'autres protéines, des glucides qui n'existent pas dans l'animal, des vitamines qui existent, de C notamment, qui n'existent quasiment pas dans l'animal, du calcium, des fibres qui n'existent quasiment pas dans l'animal, le calcium si, mais les fibres non. Pareil pour le goût, le plaisir, hein, le gras et l'umami, c'est principalement dans l'animal, il y a un peu d'umami dans les tomates, les champignons aussi, mais bon. Le sucre, l'acide amer, c'est quasiment que dans les végétaux, hein. Si vous goûtez de la viande qui est amère, recrachez-la. Hein. Enfin, il y a quelques abats qui peuvent être un peu amers, mais sinon, ou acides, c'est mauvais signe. Hein. Donc c'est une palette de saveurs qu'on va aller chercher dans d'autres types d'aliments. Tout ça, c'est plutôt logique aussi de les cultiver ensemble. C'est ce qui se faisait au départ, hein, de cultiver le végétal et l'animal sur le même lieu. Pourquoi? Parce que les déchets de l'un nourrissent l'autre. Donc ce qui me reste de mon végétal, la paille et tout ça, je le donne à manger aux vaches. Les vaches, elles font des excréments qui sont très riches en azote. Hop, ça fait de l'engrais pour mes cultures. Donc tout va bien. Et là où ça a commencé à déconner, c'est quand on a séparé les deux, qu'on s'est dit là, ici, dans ce territoire-là, je vais faire de l'élevage, dans ce territoire-là, je vais faire pousser du soja, et puis on va essayer de faire des échanges, et puis, ah oui, mais là, le soja qui est au Brésil, il est moins cher, donc on va plutôt aller chercher celui-là, et c'est là où ça commence à faire n'importe quoi. Donc il faut revenir, et n'importe quoi, c'est un peu ça. Alors c'est pas chez nous, mais objectivement, c'est pas beaucoup mieux chez nous, ça c'est des usines à porc, qu'on a en Chine ici, donc c'est 1 million de porcs qui sont là-dedans, sur cet étage. Ça permet de faire de la viande, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des porcelets qui rentrent, puis ça ressort en jambon. Est-ce que la solution, c'est de faire du cellulaire? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on fait pousser du cochon, mais sur des boîtes de pétri. Ça marche. Bon, est-ce qu'on arrivera à nourrir 7 milliards de personnes comme ça? Non. Ça, la réponse est claire. Peut-être 1% de la viande pourra devenir cellulaire, mais pas beaucoup plus. Côté végétal, c'est pas forcément plus glorieux. Hein. On repose quand même beaucoup sur une agriculture intensive qui n'est pas vraiment de la monoculture, parce qu'il y a des rotations, mais bon, quand même. On peut aussi essayer de faire pousser ça sous serre, ce qui peut être intéressant et qui pose des vraies questions sur des rendements qui ne sont pas forcément idiots. Ça marche très bien sur les micro-pousses, par exemple, vous avez l'exemple dans l'exposition. Est-ce qu'on peut faire pousser comme ça du blé dans des usines à blé? Ça marchera sans doute beaucoup moins bien, donc il y a des questions à se poser. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait si les gens ne veulent plus manger de viande parce qu'ils en ont marre qu'on massacre des animaux pour les manger? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les végétaux pour fabriquer des trucs qui ressemblent à ce qui se fait déjà, à ce qui se commercialise, et qui commence à être mangeable, objectivement. C'est-à-dire que si on ferme les yeux, qu'on goûte, on peut se faire avoir. Donc, alors qu'il y a 10 ans, c'était vraiment pas bon du tout, hein, mais maintenant, ça commence à être un peu au point. Est-ce qu'on va prendre des insectes pour faire tout ça? On va prendre des verres de farine pour enrichir en protéines nos steaks, parce qu'on a besoin de protéines d'un point de vue nutritionnel. Donc, il faut, on dit toujours, en 2050, on sera 9 milliards, donc la demande en protéines va doubler. Bon, parce qu'en même temps, les populations des pays développés veulent plus de protéines, parce qu'ils sont en carence de protéines, il faut le reconnaître. Donc il va falloir produire de la protéine, végétale ou animale. Ça c'est de l'animal, hein. L'insecte est un animal au sens... Donc on pourrait faire des poudres d'insectes pour enrichir les steaks, pour enrichir le pain, pour enrichir les pâtes, plus riches en protéines. Ou alors on pourrait aussi, l'avantage des insectes, c'est comme c'est des animaux, ils font des excréments azotés, donc on peut faire de l'engrais naturel. Et on peut réduire aussi la farine d'insectes pour donner aux élevages. Alors pas aux vaches, parce qu'on a déjà essayé de donner de la farine animale aux vaches et on sait que ça n'a pas très bien marché. Donc, mais par contre, les poulets, les canards, les truites, les saumons, tout ça, ça mange des insectes, donc on peut leur donner de la farine d'insectes. Et ça permettrait sans doute d'alléger un peu toute la pression qu'il y a sur les élevages, notamment l'élevage de truites. Évidemment, faire de la farine d'insectes, ça permet d'avoir plus de truites, et donc d'ensemencer et de mettre plus de truites dans l'Adour aussi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de la science ou de la fiction? Tout ça, Marcelin Berthelot, 1894, discours au banquet de la Chambre syndicale des produits chimiques. Hein. En l'an 2000, il se projette en l'an 2000, nous trouverons la solution économique du plus grand problème qui relève de la chimie, celui de la fabrication des produits alimentaires. Le jour où l'énergie sera obtenue économiquement, ne tardera guère à fabriquer des aliments de toutes pièces, le carbone emprunté à l'acide carbonique, l'hydrogène, l'eau, l'azote, hop, l'atmosphère, boum. Un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite mode de matière grasse, son petit morceau de fécule de sucre, son petit flacon d'épices aromatiques, accommodé à son goût personnel. Il n'a pas oublié le fondamental qui est le goût. Il est en train de partir dans des délires, dans 100 ans on mangera des pilules, mais des pilules qui seront bonnes.
parce qu'elles seront accommodées à son goût personnel. Donc il est malin, hein, Berthelot, il n'a pas oublié le fondamental, il faut qu'on se fasse plaisir quand même, même si on mange une tablette azotée, il faut que, comme une pâte de fruits, il faut que ça soit bon. Hein. Tout cela fabriqué économiquement, l'homme gagnera en douceur et en moralité, parce qu'il cessera de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu L214 pour lanceur d'alerte, de dire attention, carnage. Déjà à cette époque-là, on savait que, on savait, les sphères un peu éduquées, savaient bien qu'effectivement, si je mange un jambon, j'ai tué un animal a priori. Ce que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui, et on essaye d'éduquer aussi les enfants à ces problématiques-là, de savoir qu'être conscient de ce que ça implique son alimentation. Et donc, c'est des thématiques qui ne sont pas complètement nouvelles, hein, mais bon, voilà, qui ont toujours fait fantasmer. Hein. Dans Soleil Vert, on mange des tablettes azotées, trucs verts, là, et ça, c'était une projection en 2022, vous voyez. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en est pas là. Donc, ils se sont trompés dans leur projection, comme Marcelin Berthelot. Mais est-ce que ça va venir hein, tôt ou tard? J'espère pas, et a priori, il n'y a pas de raison. Je voulais quand même terminer sur une bonne nouvelle, parce que, quoi qu'on en dise, hein, justement, une des informations qui nous montre qu'il y a peu de chances qu'on mange des tablettes azotées ou des pilules, c'est quand même, hein, quoi qu'on fasse, toutes les études le montrent à chaque fois, on est champion du monde, en France, hein, j'entends. On est champion du monde dans le temps passé à table. Enfin, le temps passé à boire et à manger. Voilà, la France est bien sûr number one, le deuxième étant l'Italie, c'est pareil, on comprend bien ça, c'est nos voisins, ils ont une... Encore une fois, leur gastronomie est quand même moins intéressante que la nôtre, mais c'est quand même pas mal. Et ce qui fait qu'ils passent un peu moins de temps à table, mais quand même. Après, il y a les Grecs, les Espagnols, donc on est quand même dans la culture méditerranéenne, on sent qu'on aime bien manger, bon, puis après le Danemark, tout ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en guise de conclusion de méditation, parce qu'il faut que je vous fasse mousser un truc, alors ça, c'est du kéfir, ça, c'est ce qu'on fait au labo, nous. C'est pour ça qu'il y a un kéfir qui est labellisé Muséum, qui est vendu dans les Biocop, parce qu'on travaille avec Symbiose, qui font des kéfirs, qui sont des boissons fermentées, non alcoolisées, donc c'est intéressant. On a un petit site web que j'ai aidé à monter au Muséum, qui permet de répondre à tout un tas de questions qu'on se pose sur notre alimentation, parce qu'on a aussi un rôle au Muséum de pédagogie. On forme beaucoup d'élèves, on forme aussi des profs d'ailleurs. Et puis on intervient auprès du grand public. Bon, quelques bouquins que j'ai écrits. Donc celui-là que vous trouvez dans la boutique, qui est le collectif. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas écrit, celui-là, je l'ai assemblé avec une cinquantaine de collègues, pour traduire un peu en contenu, en livre, le contenu de l'exposition. Ça, c'est le format aussi muséum, hein, c'est l'alimentation en question, c'est le catalogue plus pour les jeunes, parce que c'est un carnet d'activités autour de l'alimentation. Ça, c'est un livre que j'ai fait avec des chefs. Ça, c'est un livre qu'on peut lire, et notamment qu'on peut lire aux toilettes. C'est ce qui est marqué dans Amazon, une des meilleures critiques, 5 étoiles, ce livre est génial, je l'ai mis dans mes toilettes, c'est vraiment génial, parce que c'est des petites chroniques, des petites rubriques. Vous voyez, c'est 50 molécules, donc ça vous laisse 2 minutes, et c'est le temps qu'il faut. Et hop, vous apprenez tout sur le gluten en 2 minutes, l'acide ascorbique en 2 minutes, etc., les vitamines, machin, voilà, c'est sympa. Voilà, celui-là par contre, c'est vraiment si vous êtes constipé, parce que c'est un livre énorme, c'est 1000 pages, en anglais, que j'ai fait avec une 150 scientifiques du monde entier pour vraiment décortiquer toute la science de l'assiette et de la casserole, donc de ce qu'on appelle la gastronomie moléculaire. Et donc là, c'est vraiment un bouquin pour les scientifiques, ça coûte 300 €, c'est réservé au laboratoire. Mais c'est devenu un ouvrage de référence pour les scientifiques qui s'intéressent à la cuisine, vraiment au sens comme tel que je l'explique aujourd'hui. Et puis, il y a pas mal de livres qu'on avait fait pour les scolaires, on essaye d'écrire pour les bacs techno et autres. Et voilà, la découverte d'un nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. Qui a dit ça? La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. C'est une de mes idoles qui a dit ça. Et il a dit aussi, la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Je vous l'ai déjà cité, c'est Brillat Savarin, évidemment. C'est toujours lui, hein, quand il y a un truc intelligent qui est dit comme ça, souvent c'est Brillat Savarin. Et on va quand même, évidemment, je vous remercie de votre attention et surtout d'avoir été attentif jusque-là, parce que je vais quand même en 2 minutes, du coup, vous faire une expérience pour vous montrer l'esprit de la cuisine au sens large, pas forcément moléculaire. Vous avez ici ce qui pourrait ressembler à une bière, d'ailleurs, que j'ai amené ici pour comparaison. Ceci étant, vous savez que ce n'est pas une bière par le simple fait que ça fait 1h10 que je parle et que la mousse est toujours là. Or que quand on se verse une bière, au bout d'1h10, non seulement c'est dégueulasse parce qu'elle est tiède, mais en plus, la mousse a disparu.
Donc ça veut dire qu'il y a ici une astuce qui m'a permis de capturer de la mousse dans ce qui n'est absolument pas une bière, mais ce qui est de l'armagnac. J'ai fabriqué un bière armagnac. C'est-à-dire que j'ai mis de l'eau dans l'armagnac. On a le droit, on est cuisinier, on fait ce qu'on veut. Je vous rappelle qu'à une époque, on mettait systématiquement de l'eau dans le vin. Et bien sûr, j'ai ajouté un peu de poudre magique, en l'occurrence qu'on appelle du sucroester, qui est un émulsifiant. Finalement, j'aurais pu mettre aussi de la poudre de blanc d'œuf, c'est la même idée. Et en fouettant, ça mousse. Donc on a un armagnac qui mousse. Bien sûr, ce qu'on va essayer, c'est de le faire mousser encore plus. Et comme je voulais que ça soit vraiment léger comme mousse, eh bien, on a pris une bombe d'hélium. Parce que l'hélium, c'est léger. Et donc, on va essayer de mettre de l'hélium dans notre armagnac. C'est sans doute la solution pour la lutte contre l'alcoolisme, puisque on va pouvoir faire beaucoup de volume d'armagnac avec très peu d'armagnac. Et oui. Il faut avoir de l'hélium. Oui, en ceci étant, si on n'a pas d'hélium, on achète un. Alors, tout à l'heure, j'avais réussi à mettre mon tuyau. Si c'est bon, je vais y arriver. Voilà. Exactement, c'est ce qui transforme la voix. Si on n'a pas d'hélium, c'est pas compliqué, on achète une pompe à aquarium. Parce que ça, c'est un bulleur à aquarium. Vous achetez la pompe à aquarium que vous mettez ici, ça va mettre de l'air plutôt que de mettre de l'hélium, et c'est très bien, ça fait une écume pleine d'air. C'est un tout petit peu plus dense, mais ça marche très bien, ça ne coûte rien. Donc vous pouvez sortir ça de votre aquarium si vous voulez. Ne faites pas l'inverse, ne mettez pas de l'hélium dans votre aquarium. D'accord ? Les poissons ne seraient pas satisfaits, ils ont besoin d'oxygène. Voilà, et là, il suffit de mettre un peu de gaz. Voilà, je mets de l'hélium. Et donc, ça fait mousser. Ben voilà. Facile, hein ? Alors, ça change du cassoulet, là, ce que je suis en train de faire. C'est vrai que c'est une technique de cuisine qui est un peu différente. Mais bon. Alors après, quand on cuisine... Ah, ça sent, bon, oui, oui. Alors, évidemment, il faut que je m'arrête à temps. Si je continue, ça va déborder de partout. Voilà, hop. Et là, qu'est-ce qu'on boit ? On boit ça, quoi. Ça, c'est de l'armagnac. Et ça sent l'armagnac, hein. Et c'est très léger, très très peu dense. Et donc je peux en fait sur ma tarte flambée, sur ma croustade avec mes pruneaux, je vais pouvoir la remplir d'écume d'armagnac. Ça me coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas d'armagnac là-dedans quasiment. Et ça fait un volume extraordinaire. Et le client, il voit arriver ça, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il prend la photo, il met ça sur Instagram. Non, j'ai mis le sucroester. Ça coûte rien, Ça coûte rien, c'est pas... Sucroester, ouais, ou sur Internet, oui. Oui, bien sûr. En fait, c'est un ingrédient qui est utilisé par les pâtissiers aussi, c'est un émulsifiant, donc on peut le trouver. Et donc c'est facile à faire, et ça permet de faire des... Alors c'est pareil, après... Et la mousse, ça tient longtemps, oui, celle-là, ça fait 1 heure qu'elle est là. Elle est toujours là, alors... Voilà, elle est vraiment... Puis elle tient, Donc on peut comme ça remplir des bols de mousse, on peut faire des batailles de mousse, ce qu'on ne va pas faire ici parce qu'on est dans un musée, donc on essaie de se tenir bien quand même. Mais voilà, on peut remplir le bol de mousse, et puis quand le dernier client, quand on a servi le 12e client et qu'on manque de mousse, eh ben hop, c'est reparti, allez, un petit peu d'hélium, voilà, et hop. Et on en refait tant qu'on veut, et on peut servir un buffet comme ça, tout un régiment, avec de l'armagnac. Et ça sent très, vous allez sentir, hein, ça sent très fort. Ouais, ça sent déjà. Hein, ouais. Et vous avez mis quelle proportion ? J'ai moitié-moitié. C'est-à-dire que j'ai dilué par 2. Je suis obligé de diluer par 2 parce qu'en plus, le sucroester, si c'est trop fort en alcool, il a du mal à se dissoudre. Donc il faut que ça soit à 20 degrés à peu près. Donc si j'ai du Porto, par exemple, je peux le faire directement. Mais si j'ai un alcool fort, il vaut mieux le diluer un petit peu. Vous voyez, ça tient bien. C'est joli, voilà. Sucroester, c'est un émulsifiant. Voilà, ça trempe, c'est mignon. Et ça permet de remplir des... On peut faire un dessert sympathique comme ça. Alors évidemment, par contre, ça a très peu de goût. Ça sent beaucoup, mais ça a très peu de goût parce qu'il n'y a rien. Enfin, je veux dire, là-dedans, je ne saurais même pas le mesurer tellement il y a rien, quoi. Quand on goûte ça,
il y a un petit goût d'Armagnac quand même qui vient, mais c'est pas très fort en goût. Donc c'est sûr que quand on va le servir, il faut que ce qu'il y ait dessous ait du goût. Et c'est ce qui va être le cas. Si je fais ma petite croustade ou même n'importe quoi, un sorbet à l'Armagnac, je vais mettre ça dessus, je vais le cacher, comme ça fait joli, ça fait une présentation. Le client se dit qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Hop, il va attraper la mousse avec le sorbet, dans la bouche il va y avoir tout, il va dire oh ça sent bon l'Armagnac, en plus il y a la texture de la mousse et tout, il va être content. Quoi. Bref. Donc voilà. Donc j'avais amené la bière juste pour vous montrer qu'on peut faire la même chose. C'est-à-dire que si je verse une bière là-dedans et que je mets de l'hélium, ça va faire de l'écume de bière aussi. Bon, c'est rigolo, mais c'est plus rigolo de travailler un produit local. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer sur une démonstration très simple, comme vous avez vu, très rapide, l'esprit de cette cuisine un peu qui peut être un peu provocante des fois, mais qui en fait n'est pas si différente très honnêtement, entre faire un sorbet à l'Armagnac ou faire une écume à l'Armagnac, c'est quoi la distinction? Il n'y en a pas, c'est juste culturellement, on est plus habitué au sorbet qu'à l'écume. Mais c'est juste une histoire de référence culturelle. C'est pas plus académique ou moins académique de mettre de l'Armagnac avec, dans une sorbetière, une turbine, etc. pour le G1. C'est juste qu'on a plus l'habitude de voir ça. Mais voilà. Donc, vous avez tout compris de la cuisine dite moléculaire ici. Et donc, au sens large de la cuisine, parce que la cuisine moléculaire, elle n'est pas différente des autres. C'est des petites techniques un peu supplémentaires qu'on peut utiliser. Surtout, ce qui fait l'esprit, je pense, qui est vraiment à retenir dans ces tendances des 20 dernières années, c'est ce souci de vraiment comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a souvent mélangé ce qu'on a appelé la gastronomie moléculaire et la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'est ça, c'est de faire un peu des trucs bizarres. La gastronomie moléculaire, c'est la connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. C'est ce qu'avait dit Brillat-Savarin, mais on essaye de le faire à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire de vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est le mélange des deux qui est intéressant, c'est de se dire, j'essaye vraiment de comprendre, et parfois en essayant vraiment de comprendre, on va avoir des idées un peu nouvelles, on va dire, mais attends, ça c'est un émulsifiant, tiens, ça serait marrant si je le mettais dans de l'Armagnac, est-ce que je pourrais pas, avec un bulleur branché sur une bouteille d'hélium, faire... Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des trucs un peu marrants, quoi. Je vous remercie. Merci.